Bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous critique, plus masqué la plume que jamais, on pourrait dire, hein. Et bravo à notre ami Richard pour avoir justement choisi une petite couleur, ouais, un peu Zorro, on est d'accord, hein. Donc ça promet. Nous avons comme toujours un menu bien copieux. Alors on va commencer par l'événement du Pritzker à la Caton-Vassal. Euh, je rappellerai qu'il succède ainsi aux Grafton, ces Irlandaises magnifiques dont on connaît le travail absolument incroyable. Et bien là, c'est un tout autre style là, dont on va beaucoup parler ce soir. Ce sont les troisièmes Français après Christian de Porzampar et Jean Nouvel à gagner ce prix. Ils le remportent 28 ans après leur projet manifeste de la maison Latapi à Floirac, car en 1993, tout est déjà là en fait. Le plus d'espace pour le plus d'usage. Et on se souvient aussi de la maison suspendue dans les pins au Cap Ferret en 1998. Là encore, ils affichent leur détermination à construire sans rien détruire. La suite, on la connaît, entre la révélation des lieux insoupçonnés au Palais de Tokyo, jusqu'à la transformation des tours et des bars des années 60 à Paris, avec la tour Bois-le-Prêtre, comme à Bordeaux et le Grand Parc. Évidemment, on associera toute leur distinction aussi au travail de Frédéric Druot, on ne l'oubliera pas, tellement ils font équipe ensemble. Transformer pour ne pas détruire, c'est leur credo. Nous allons en parler tout de suite. Sophie. Oui, alors c'est une très bonne nouvelle que le prix soit attribué à la Caton et Vassal. Moi, je trouve que c'est une œuvre vraiment très intéressante, voilà, qui est toujours d'excellente qualité depuis leur premier projet. On peut peut-être citer quand même le fait que ce qui a été très fondateur pour eux, c'était, enfin en tout cas surtout pour Jean-Philippe Vassal, c'était son voyage au Niger alors qu'il sortait de l'école d'architecture, et finalement ils ont eu cet apprentissage de l'architecture dans un pays où il n'y avait pas d'architecture. Et donc c'est là où ils ont commencé vraiment à regarder la nature et à construire un habitat qui était fait de terre et de paille, qui était bioclimatique, qui était rafraîchi par la façon dont il était positionné face au vent. Donc ça, finalement, ils reviennent quand même souvent à ce premier projet comme étant vraiment un projet fondateur. Alors moi je trouve que c'est une bonne nouvelle que ce soit cette œuvre très riche qui soit récompensée. C'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour le prix Pritzker, parce que là c'est sans doute pour une fois l'occasion vraiment que ça ouvre à un vrai débat, parce que je trouve que l'œuvre de la Caton Vassal pose des vraies questions très importantes aujourd'hui. Donc toute cette question de la destruction dans le cadre des rénovations urbaines, dans le cadre des ANRU, c'est vrai que voilà, aujourd'hui on se pose la question de savoir s'il faut démolir ou pas. Et leur travail, ce qu'ils ont fait à la tour Bois-le-Prêtre, sur une tour ou sur le grand ensemble les trois grandes barres de Bordeaux, montrent que finalement, oui, c'est possible. D'autant plus que voilà, c'est par exemple l'exemple de Bordeaux, c'est quand même des bars avec énormément de logements. Donc si on démolit ce type d'habitat, qu'est-ce qui viendra à la place? Est-ce que ça va pas donner lieu à un phénomène de gentrification? Donc ça, ce sont aussi des questions très importantes que leur travail pose. Et finalement, jusqu'à présent, les prix se sont succédés, et puis ça n'a jamais vraiment soulevé un débat très important. Je pense que là aussi, leur travail, c'est l'occasion de questionner ce qu'avait déjà questionné Jean Nouvel auparavant. Qu'est-ce qu'un beau logement? Donc pour eux manifestement, et pour Jean Nouvel, la réponse était un beau logement, c'est un grand logement. Donc la question est vraiment primordiale.
Et en plus, la réponse vient aussi du fait que eux arrivent, comme par exemple dans leur projet de cité manifeste à Mulhouse, ils vont pas seulement questionner l'architecture même, mais le mode de financement. Donc si on arrive à construire moins cher et que les loyers sont indexés sur le prix de construction, ça veut dire qu'on peut avoir des plus grands logements, et que c'est vrai que la question du logement, aujourd'hui, elle passera par toutes ces questions de coûts, la question surtout de la maîtrise du foncier. Et toutes ces questions-là sont des questions que l'hackathon Vassal aborde. Richard, est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle que tu partages Oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Pritzker Prize, parce que c'est vrai que tous les gens qui ont eu le Pritzker Prize, ils ont vu leur production complètement changer. Il y avait un ami, là, c'était Andrés Atella, pardon. Oui. Andrés Atella qui me disait que voilà, maintenant aujourd'hui, les projets de Herzog et de Meuron, ça rappelle les projets de Rem Koolhaas. Voilà. Et donc, voilà, il y a une fois que les gens ont eu le prix, ils ont complètement changé leur production. Et puis surtout, donc, ils se sont inscrits disons, dans quelque chose qui est de l'ordre de la dépense ostentatoire. C'est-à-dire que quand on a le Pritzker Prize, quand on est donc invité ensuite à des grands concours internationaux, on doit dépenser le plus d'argent possible. Voilà, donc avant Guéry, par exemple, il faisait des maisons avec du grillage à poulet et puis des cageots. Et puis là, il a été connu, il a fini par avoir le Pritzker Prize. Et puis maintenant, il fait ça avec des métaux précieux, des bois, etc. Et donc, il a complètement changé sa pratique. Et c'est vrai que je les ai interviewés, l'hackathon et Vassal, il y a pas longtemps, dans le numéro de DA de décembre. Et effectivement, ils se révoltaient un tout petit peu contre ça, par le fait que les gens comme Guéry, comme Nouvel, voilà, qui ont commencé finalement avec des démarches très très radicales, eh bien, ils se sont petit à petit embourgeoisés. Et donc, on peut espérer que finalement, ils montrent une autre voie, et puis ils restent donc aussi radical avec leur Pritzker Prize. Puis quelque part aussi, peut-être que enfin, moi, j'ai rien contre ça, c'est vrai, mais je comprends que les gens s'en émeuvent. Comment on peut dépenser des millions et des millions pour une philharmonie, comment on peut dépenser des millions et des millions pour un grand équipement, alors que partout, donc les prix sont tirés au maximum. Et je pense que peut-être ça pourrait être... Enfin, il y avait une question un petit peu, disons, de moralisation. Et peut-être enfin, en tout cas, je crois que j'y dire pas profondément, mais je pense que ça sera sûrement hyper intéressant, parce que quand je les ai interviewés, ils m'ont parlé par exemple d'un concours qu'ils avaient fait à Londres pour le London Museum. Et ce concours, effectivement, c'était un concours, je crois, à 150 millions de livres, et eux, ils proposaient de le faire à moitié prix, voilà. Et donc, ils avaient, en expliquant un truc très simple, c'est que, effectivement, il fallait donc réhabiliter le marché à la viande de Londres, et puis après, en infrastructure, des souterrains avec des voies ferrées. Et en fait, le musée était là, parce qu'il y avait les salles sombres, des salles claires sous les verrières. Il suffisait simplement de distribuer le programme, et quelque part on gardait... C'était le musée de Londres, et donc on avait un fragment vivant de l'histoire de Londres qui servait de cadre donc aux collections. Et en fait, ils ont perdu parce que justement, ils ne dépensaient pas suffisamment d'argent, et parce que tout le système était bloqué, c'est-à-dire que les donateurs, ceux qui finançaient, ils pouvaient pas financer pour 50 millions de livres, c'était rien, quoi. Il fallait qu'ils financent pour beaucoup plus, sinon effectivement leur don n'avait pratiquement aucun sens. Donc je crois qu'il y a tout un système peut-être qui va, enfin j'espère, parce que de toute façon ils sont bien décidés à pas du tout changer leur pratique, et le fait qu'ils aient le Pritzker, sans doute ça pourra les appuyer, en tout cas donc quand ils parleront devant un jury. Enfin, je suis un peu étonné de ce que tu viens de dire, parce que
Je ne sais pas, il faudrait vraiment faire une étude. Est-ce que le travail de Christian de Porzampar, puis qu'il y a eu le Pritzker, d'un seul coup, il est devenu plus du tout ce qu'il était? Est-ce que le travail de Soto de Moura, le travail de Cisa, par exemple, pareil? Est-ce que les Grafton ont faibli depuis qu'elles ont eu le Pritzker? Je ne crois pas du tout. C'est étonnant que vous disiez ça, mais j'entends, Je pense que en fait, ce que dit Richard, c'est il y a un amalgame entre la architecture et le Pritzker. Le Pritzker étant une sorte de super accélérateur de carrière, et donc effectivement, selon les personnalités, selon les époques aussi, parce que quelque part, on n'est plus non plus à cette époque des architectes. Enfin, il y en a encore, évidemment, déjà les architectes de l'époque, puis ça continuera toujours de marcher tant qu'il y aura de l'argent dans les pays du Golfe, dans les pays autoritaires, la architecture, mais c'est plus vraiment ce qu'on attend aujourd'hui. Les Grafton, je pense, effectivement, n'incarnent pas ça, ou Anchou n'incarnent pas ça, les RCR n'incarnent pas ça. Donc voilà, les Lacaton Vassal, c'est une sorte de radicalisation de ces positions un peu d'austérité, d'architecture de crise, de décroissance. C'est l'architecture qu'on mérite aujourd'hui. Hein. C'est l'architecture d'une planète qui a cramé ses ressources et qui en même temps d'une humanité qui a pour autant droit à des espaces de liberté, à des espaces d'épanouissement, à de l'invention. Et moi, c'est ça que je trouve beau, parce que bon, Lacaton Vassal, c'est génial, je suis d'accord en tout point, mais après on revient toujours finalement à ces slogans qu'ils ont pas du tout décrétés comme ça, comme des slogans. C'est le résultat d'une recherche incroyable, d'un travail, d'une opiniâtreté, de la maison de la tapis, c'est des années pour arriver à tenir dans ce budget qui était celui d'une maison de catalogue, un budget de 68 000 €, et de faire une maison de 185 mètres. C'était en 1993, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est important de le placer dans le temps. Là, il n'y avait pas de décroissance, il n'y avait pas tout ça. Et aller chercher ces matériaux là dans les serres horticoles, aller chercher des matériaux dans complètement ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une méthode qui est assez simple finalement en tout cas à défendre, à expliquer. Il y a une pédagogie qui est très, et puis on pourrait même dire qu'il se répète de temps en temps, que c'est plus ou moins bien, etc. Mais ce qui est vraiment magnifique, en fait, chez eux et leur génie, c'est comment ils sont arrivés à ça. Ça veut dire c'est une question de regard, c'est une question de pouvoir. Et c'est aussi là que c'est aussi des esprits quand même. C'est genre déplacer le problème, c'est imaginer, c'est penser hors du cadre. C'est on me demande ça, ben non, en fait, pour arriver au résultat, je fais la même chose. On me montre ce que disait Richard sur le musée, je ne connais pas le projet, mais c'est ça, on me montre ce musée, on me dit vous avez telle enveloppe, c'est mais non, en fait là il y a ça, c'est l'idée du Palais de Tokyo, c'est le Palais de Tokyo, on voit ça aujourd'hui, c'est génial. Allume. Faut-tu recommencer? J'étais super inspirée, c'est dommage. Bon, bah, c'est moi qui suis désolée. On m'a entendu. Bon, donc, oui, le Palais de Tokyo, bah, fallait quand même arriver dans cet endroit, dans cette espèce d'antre complètement désossé, qui était à l'abandon, j'imagine qu'il y avait des pigeons et des toiles d'araignée partout, c'était noir, c'était sombre, et puis se dire, bah, mais non, mais c'est ça, quoi. C'est ça, et puis notre travail, ça va être essayer de mettre le moins possible, quoi, de réparer un tout petit peu, de mettre un tout petit peu de peinture, parce que vraiment, là, on est obligé, mais de pas toucher à cet endroit qui finalement est comme ce musée qu'il voulait faire apparemment à Londres, avec des espaces sombres, des grands espaces, des circulations complètement folles, un espace appropriable par les artistes et qui produisent une liberté d'usage, parce que là, voilà, on parle toujours de quantité, mais c'est une quantité qui finalement produit une sorte de transformation de nature aussi, à la fois de l'espace, de l'usage. Et il y a autre chose que je voudrais dire sur leur architecture, c'est que on dit toujours que du coup c'est pas une architecture du geste, ils cherchent pas en tout cas une beauté dans les standards de ce qu'on peut appeler la beauté. La maison, la tapis, bon, c'est pas, on se dit pas waouh, qu'est-ce que c'est sublime, mais il y a une beauté, moi je trouve, dans l'étrangeté. Parce que justement, comme ils font des chemins de traverse, si on prend par exemple le
le FRAC Dunkerque. de Dunkerque, qui est aussi un projet manifeste, puisque ils ont tendance à dire nous on veut toujours doubler l'espace. Alors ils doublent pas toujours l'espace, mais au FRAC de Dunkerque, c'est vraiment ce qu'ils ont fait, puisqu'ils sont arrivés avec ce grand hangar à bateau là de chantier naval qui est sur la gauche, qu'ils étaient censés investir pour faire un centre d'art. Et puis, pareil, ils sont tombés un peu en pamoison devant cet espace baigné de lumière. Là, on le voit, une espèce de ruine comme ça, d'une forme de modernité industrielle. Et puis, ils se sont dit, mais non, mais on peut pas, quoi. On peut pas mettre des bureaux, on peut pas mettre des cloisons là-dedans, on peut pas faire des petits espaces. C'est trop génial. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils le clonent avec leurs matériaux pas chers à côté, et ils font tout le truc à côté, et ils laissent cet espace en plus. Et franchement, mais moi je trouve ça magnifique, c'est très très beau, quoi. Et c'est une pensée, juste, c'est leur pensée du plus qui tout d'un coup, démultiplie. Enfin, c'est vraiment 1 + 1 = 3, le 3 étant un 3 qualitatif, voilà. Après sur l'espoir, je sais pas. Alors, c'est bien parce qu'il va me revenir la tâche de dire peut-être autre chose que ce que j'ai entendu. Évidemment, passer le moment du cocorico et du contentement de voir un 3e Français ou groupe de Français primé par le Pritzker, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas moi je ne peux pas m'empêcher, mais je sais que je ne suis pas le seul, parce que j'ai vu beaucoup d'articles sur les réseaux, pas dans la presse, parce que dans la presse, il y a une espèce d'unanimisme que je trouve même à la limite du ridicule, je dois dire. Le sommet étant atteint, à mon sens, et Luc Le Châtelier, si tu nous regardes, je te le dis, je trouve que l'article de Télérama est parfaitement ridicule, vraiment. Et je dis ça pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est qu'on est en train de parler plus dans un certain sens d'idéologie que d'architecture. Alors ça, je pense toujours à cette phrase de Philippe Roth, qui est recitée souvent, mais qui est si on universalise la douleur, on a le communisme, si on l'individualise, on a la littérature. Donc méfions-nous de tous ces propos messianiques, du genre nous avons trouvé là des architectes qui vont nous montrer la voie enfin d'une architecture raisonnable au service du peuple, qui ne coûte pas cher, etc. Le problème de la politique, je le rappelle, c'est que même les bonnes actions ont des effets négatifs. Or, dans le prix remis à la Caton-Vassal, il y a de nombreux points négatifs. Le premier, il me semble, c'est qu'on va entendre en permanence que l'architecture qui ne coûte pas cher, c'est la bonne architecture. Or ça, c'est déjà extrêmement discutable et c'est extrêmement dangereux. Parce qu'on sait bien que c'est un discours que les services publics, les promoteurs, etc., aiment bien entendre. Ça, c'est le premier. C'est un danger. Bon, c'est le premier. Le deuxième, c'est évidemment de voir que soudain, des quantités d'architectes se prennent pour la Caton-Vassal. Parce que la Caton-Vassal, ils sont doués. C'est des gens qui ont un très grand talent. Mais ceux qu'ils produisent, ils produisent une architecture dont on peut trouver parfois qu'elle est très réussie, comme au FRAC de Dunkerque, dont on peut être beaucoup plus dubitatif sur de très nombreuses architectures, je pense même au Bois-le-Prêtre, dont on peut penser que leur esthétique était la limite de l'inesthétique, et que sur le fond, il y aurait presque là, me semble-t-il, une espèce de, je dirais presque une espèce de snobisme de la laideur. Alors c'est violent de le dire comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre, parce qu'on peut estimer que rajouter une pièce en plus, c'est-à-dire mettre un grand balcon sur un appartement, évidemment c'est formidable, bien sûr, mais le faire en polycarbonate, d'abord c'est très discutable du point de vue écologique, ça on peut en discuter. Le fait que ce soit beaucoup moins cher que ce qu'on aurait pu faire d'autres, on ne sait pas d'ailleurs ce que ça veut dire, c'est aussi très discuté. C'est pas moi qui le discute, mais il y a beaucoup de gens qui discutent le fait que c'est pas vrai que ça coûte moins cher. Donc ça se discute, ça aussi. Mais par ailleurs, il y a autre chose derrière ça. C'est que pardon. Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Nous avions déjà le discours de Patrick Bouchain. J'aime beaucoup Patrick Bouchain, c'est un architecte extrêmement doué, mais son discours est devenu aujourd'hui presque le discours dominant. Et on a maintenant une deuxième couche avec la Caton-Vassal. Or, le problème, c'est qu'on voit très bien que ce qu'on aime chez les Français, c'est ce qu'on aime chez Piketty. C'est ce qu'on aime, c'est-à-dire ce côté social français. Et c'est ce qui est en train de transparaître à travers le prix qui est donné à la Caton-Vassal. Et j'ajoute encore une chose, juste une chose. Le Pritzker, il est censé
couronner une œuvre d'auteur. Or, là, on a des gens qui revendiquent le fait de ne pas être des auteurs. Alors, je pense que c'est évidemment très surfait quand ils disent qu'ils construisent avec le public, que c'est etc. Mais nonobstant, c'est quand même une question. Et alors, encore une fois, une dernière chose, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais une dernière chose, c'est que je pense que Alavena, bien sûr, a poussé la Caton Vassal, parce que dans un certain sens, ça le légitimait, lui, dans son côté social. Bon. Or, alors évidemment, c'est surprenant de voir le prix Nobel chic américain décerné à la Caton Vassal. Je rappelle que la Caton Vassal, c'est les mêmes initiales que Louis Vuitton. Je dis ça, non, mais je dis ça parce que c'est pas seulement un gag, c'est-à-dire que on exporte quelque chose en France. On exporte le luxe et on exporte aussi ce côté social. Et à mon sens, c'est assez problématique pour l'architecture en France, parce que eux sont doués, mais je crains que l'on se serve beaucoup d'eux pour faire de la merde. Oui. Sur ce que tu as dit sur le réflexe auprès des promoteurs. Déjà, je voudrais dire une chose, c'est que je ne connais pas un promoteur qui se soit rapproché d'eux pour construire quelque chose. Parce qu'ils en prendraient les moins bons. Non, mais déjà, premier point. La seconde chose, c'est que l'image internationale qu'ils ont, eh bien, c'est vraiment, elle n'est pas d'aujourd'hui. Ils étaient dans les radars depuis très longtemps. Je veux dire que on les voyait au prix Mies van der Rohe, à chaque fois ils étaient là, mais à chaque fois, c'était les architectes français les plus connus. Ils étaient connus pourquoi? Pas uniquement pour des questions d'esthétique ou d'inesthétique. D'abord, je rappellerai que la Caton et Vassal ne sont pas sur cette question. Ils la mettent de côté, c'est pas leur propos. Mais il faut leur reconnaître ça. Après, on peut avoir un jugement par rapport à ça. Mais il faut reconnaître que leur attitude est là. Mais aussi, c'est le mode constructif. Je veux dire qu'il y a une démarche là, sociale bien sûr, et constructive. Et elle est là, l'histoire. Hein. Donc voilà, mais on n'a pas fini d'en parler parce que c'est... Alors dans l'ordre. Moi, je pense que ce qui a surtout poussé le jury, parce qu'on sait que de toute façon, ils étaient sur On les rails... on va pas faire parler le jury. Oui, mais bon, en tout cas, ils étaient sur les rails depuis plusieurs années, mais ça me semble évident que la situation de confinement actuelle, avec cette question des gens coincés dans des petits logements, ça a forcément orienté vers le choix de la Caton Vassal. Ça me semble incontestable. Je crois qu'il y a un effet Covid, toi. Oui, moi, je pense, mais de toute façon, au-delà de ça, moi je pense que quand même que cette question-là, elle était importante, elle a toujours été là. Enfin, il n'y a pas fallu faire 36 000 sondages pour savoir que oui, on vit mieux dans du plus grand, du plus éclairé et du mieux aéré. Voilà. Donc tous ces discours-là, je trouve ça assez, je l'avais dit. Enfin, c'est un peu agaçant. Moi, je suis plus du tout d'accord avec mon confrère parce que je trouve justement que il y a une grande élégance dans leur travail. Alors effectivement, ils construisent pas cher, mais c'est pas du tout un objectif, c'est un moyen. Le théâtre de Lille, moi je suis assez sceptique sur certains projets, je suis pas fan du Palais de Tokyo, la maison pas Floirac, la maison La Tapie, voilà, c'est pas un de leurs projets que je trouve les plus intéressants, mais donc le théâtre de Lille, le Frac de Dunkerque, moi la tour Bois-le-Prêtre, je la trouve extrêmement élégante. Et je trouve que tout ça induit quand même un nouveau rapport à la ville, au territoire, au paysage. Et cette question-là, elle est sans doute la plus flagrante dans le projet des grands parcs à Bordeaux, où là, ça vient donner une qualité à tout un quartier, tout un territoire par leur intervention. Je trouve que ça Grand Parc à Bordeaux, pour moi, ça acquiert vraiment les grands beaux appartements qu'on voit dans le sud de la France. Moi, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement élégant, extrêmement valorisant. Et puis, rappelons peut-être aussi au passage
un architecte, les grands architectes, effectivement, ils en inspirent d'autres. Quelquefois c'est juste, quelquefois c'est pas juste. Je pense que c'est valable pour Herzog et de Meuron, c'est valable pour Colas, c'est valable pour la Caton-Vassal, c'est valable aussi pour Patrick Bouchain. Enfin, Patrick Bouchain, c'est encore autre chose, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation avec tous les groupes qui travaillent sur le participatif. Mais la Caton-Vassal, finalement, leurs meilleurs élèves, c'est peut-être les bruteurs. Cette idée de Mioto, liberté, Lapierre, Bruteur, c'est pas des nuls non plus quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais répondre à Philippe. C'est vrai que, si tu veux, la question de l'économie, c'est pas effectivement rentrer dans les prix à tout prix. C'est au contraire, ça leur a permis de déconstruire complètement le projet. Voilà, effectivement, en apportant d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, en regardant les technologies les plus pauvres, les modes de construction les plus pauvres. D'abord, Nouvelle s'était intéressé donc aux modes de construction industrielle. Eux, ils ont regardé les hangars agricoles. C'est vraiment ce que tu peux faire donc de moins cher. Et quand tu dis, si tu veux, c'est pas esthétique, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de déplacement des choses. C'est-à-dire, comme l'a dit, je crois, Isabelle, c'est vrai que c'est pas la question de la forme qui est désintéressante, mais c'est plus autre chose. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit la question de l'usage. Hein. C'est plutôt, voilà, c'est faire un grand espace, comme l'a dit Sophie, mais dans ces grands espaces, justement, voilà, permettre, tu vois, l'arrivée des possibles. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'es pas contraint, c'est une architecture qui est absolument pas contraignante, et ça te permet tous les possibles. Par exemple, la maison à tapis, c'est vrai que c'est complètement dément. Moi, j'y suis allé, je crois, plusieurs fois, et chaque fois, le mec, il avait complètement changé, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il peut faire ce qu'il veut, quoi, voilà. Si un jour il veut inviter toute sa famille, du monde qui est en France entière, il peut le faire. Si le lendemain, il veut monter un groupe de rock, il peut le faire. Ou, je sais pas, diriger un orchestre classique, il peut le faire, pratiquement. Donc voilà, tout est... Et ça, je crois que cette dimension-là, la dimension des possibles, voilà, c'est la dimension qui est la plus importante aujourd'hui. Tu vois, c'est pas une esthétique de la forme, c'est plutôt une esthétique des possibles. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confronté... Il n'y a plus de, si tu veux, on est confronté justement disons, on est confronté à des événements qui imprévisibles, hein, qui surviennent tous les jours. Et c'est vrai que quelque part cette architecture-là, cette architecture des possibles, eh bien, elle correspond. Voilà, donc à la fois donc à cette question de l'événement qui remplace effectivement la tradition, le temps cyclique et qui efface toujours son passage. Et puis elle répond aussi quelque part donc à la société liquide dont parle Zygmunt Bauman, hein, où tout change perpétuellement. Et c'est en ce sens, si tu veux, qu'il y a une esthétique effectivement qui se fait jour dans leur travail. C'est pas une esthétique de la forme, mais justement donc c'est une esthétique des possibles. Et c'est vrai que ça signe quelque part une architecture potentielle. Juste un mot. Prenons un exemple, parce que justement dans l'article que je citais de Luc Le Chatelier dans Télérama, il parle de ces possibles à propos de l'école de Nantes. Il dit il y a une formule, les élèves, je sais pas, sont enthousiastes ou ravis ou je sais pas quoi. Bon, ça marche pas l'école de Nantes d'architecture. Elle est mal foutue. Si tu dis que c'est une école où il y a tous les possibles, oui, c'est des plateaux. Si tu ne construis que des plateaux les uns sur les autres, mais enfin, on y gèle en hiver, il fait chaud en été, il y a une rampe qui sert à rien. Enfin, c'est vraiment. Mais sur le fond, je pense qu'ils ont fait des choses beaucoup mieux que ça. Mais je pense que cette idée que on fait un espace dans lequel on peut faire tout et n'importe quoi. C'est pas, je suis pas sûr qu'on puisse résumer leur travail à ça. Je pense que j'ai pas parlé, je connais pas l'article de oui. Chatelier. Oui. Non, mais d'accord. Mais tu vois, par exemple, à Nantes, moi je suis professeur en tout cas. Oui. C'est vrai que c'est fascinant, c'est ça, quoi. Tu as un grand espace. Si tu veux donc faire construire à tes étudiants des maquettes à l'échelle 1. Eh bien, tu peux le faire, quoi, tu vois. Bon, d'accord, il faut trouver les sponsors pour payer les matériaux, mais tu peux le faire. C'est possible, tu vois. Et alors que dans les autres écoles d'architecture, tu te heurtes tout de suite, tu vois, à ces problèmes de surface, à ces problèmes de locaux. Encore une fois, moi, ce que je pointe, je te dis, pour moi, c'est le danger que ça représente en France. Et je pense que c'en est un réel. Après, il y a des choses que j'aime énormément chez la Caton-Vassal, la Maison de la Tapis, le FRAC, même Palais de Tokyo. Il y a des quantités de choses que je trouve très, très réussies. Mais je suis très exaspéré par le discours du social. En plus, reconnaissons aussi une chose, c'est que
on peut pas dire qu'ils aient un grand travail sur le logement. Ils ont un travail sur la pièce en plus. Sur la pièce en plus. Non, c'est sur Ouais. l'habitat. C'est Oui. vraiment l'habitat contre le logement, quoi. C'est l'habitat. D'accord, dans ce cas-là, qui est oui, même si au c'est une cœur architecture de- contre le de quand ils logement, font une oui. école d'architecture, quand ils font un FREC, comment Enfin, tu habites un espace, quoi, et comment tu peux Non, l'habiter. mais C'est l'idée des possibles. les logements Mais- à Paris, si tu veux, qu'ils ont fait, c'est pas la pièce en plus. C'est des logements qui sont énormes, quoi. Tu vois, c'est ça qui est Ouais. trop génial, quoi. C'est vrai. C'est même pas un logement. Tu rentres dedans, c'est un paysage que tu as, tu vois. mais les En plus, il y a mesures. de l'ombre, parce que bien sûr, comme ils prennent Enfin. tous les 20 mètres, si tu veux, et donc, voilà, tu vois, tu es confronté, donc, voilà, à Mais- cette profondeur. Mais je voulais juste rebondir aussi sur ton inquiétude sur voilà ce que ça dit de la France, etc. Mais ce mouvement en France, je suis désolée, c'est un mouvement qui est quand même très important. C'est un peu les architectes dont on parle et sur lesquels on s'extasie un peu, ou en tout cas pas forcément unanimement, mais dont on a quand même dit beaucoup de bien autour de cette table depuis que je participe à ces rendez-vous critiques, c'est Éric Lapierre, c'est Bruyter, c'est Pour moi, le travail d'Éric Lapierre n'a rien à voir. Je suis désolé. Non, Non. ça non. fait partie des architectes. qui D'accord, ont mais- la Caton Vassal comme référence. Donc, si tu Peu dis, comme c'est- référence, mais ce qu'il Bah a, oui, mais c'est une architecture c'est du pas pareil. mouvement, Non, mais ça c'est n'a un- rien à voir avec du Brico Center. Je suis désolé, ça n'a pas cette Non, mais, esthétique-là, c'est- pas du tout. on n'identifie pas la France au Brico Center. Non, Là, mais je le pense travail de la pas, Caton Vassal, oui, Non. si. Non, moi je Si. pense au contraire que c'est aussi une reconnaissance d'une forme d'école comme ça, d'une architecture de la frugalité et de l'économie au profit de l'espace. Et ça, c'est une école en France enfin une école, un mouvement. Est-ce que voilà, école, c'est toujours compliqué, mais ça la place sur la carte, ça la valide, quoi, en quelque sorte. Pour moi, c'est ça que ça valide. Mais je suis entièrement d'accord, mais je souhaite seulement que ça ne devienne pas le courant minoritaire, dominant, de référence, parce qu'il y a une espèce de leçon de morale qui est donnée au détriment de ce qu'on voit. Voilà. C'est plus le travail du Ouais. pavillon français de la Biennale de Venise. Mais, je pense, mais voilà, plus et c'est pas le seul. Ça fait quand même quelques années qu'on a des pavillons français qui affirment ça aussi. En tout cas, plus d'espace pour plus d'usage, plus de liberté, c'est très très clair. Hein. Vous n'avez pas employé ce mot, mais c'est vrai quand ils doublent ou ils augmentent les façades, et bien précisément après, le parcours dans le logement change. Et bien, et on peut donc y faire un peu ce qu'on veut. Je crois que là, il y a une liberté d'usage indiscutable. Donc, on verra. Hein, en tout cas, le fait qu'on en parle autant prouve à quel point on est sur un. Mais bien noyau sûr, très dur. c'est passionnant et ça prouve aussi qu'ils sont bons, parce que on Oui. l'a déjà dit, Oui. c'est intéressant, si ce dont on parle, c'est intéressant. Ils le sont, évidemment. Mais encore une fois, il y a une autre chose, c'est que l'architecture, ça n'appartient pas seulement aux gens qui en ont l'usage, ça appartient aussi aux gens qui la voient, ça appartient. C'est ça aussi. Justement, c'est là où moi je saluerais vraiment leur travail, parce que la tour Bois-le-Prêtre, on la voit, le projet de Bordeaux, on le voit, et moi je trouve que ça change complètement le paysage. Je trouve que c'est d'une très grande qualité architecturale. On va peut-être Bravo Philippe, en tout cas, d'avoir pris tout le monde à Rebousse-Point. Ouais. Je t'admire. Je ne sais pas si vous avez lu le papier de Christophe Loret, qui est terrible aussi, qui est d'une grande violence, mais je le trouve excellent. Oui, mais ça ne parle pas d'espace alors. Donc là, tu viens Mais là, contredire juste- ce que tu dis. mais Il on- parle pas une seule fois, il parle d'espace. Moi, ça m'a mis dans une rage. Mais il se méfie justement de ce discours moralisateur, dominant, c'est ça dont il parle. Moi aussi. De toute façon, excusez-moi, mais la Caton Vassal, c'est pas l'espace, c'est la surface. Voilà. L'espace, c'est un truc moderne, tu rentres, et la lumière, ça respire, et la surface. Il en a oublié le micro. Et la surface, donc, eh bien, justement, c'est des mètres carrés qui rendent possible Changement de toutes sujet. sortes d'actions. Alors justement, on va en venir à discuter d'espace avec la disparition d'Henri Gaudin. Alors Henri Gaudin, presque là, il y a deux mondes qui s'opposent, hein, parce que c'est une grande figure, un auteur assurément, je dirais. C'était un homme d'écriture, dans ses bâtiments comme dans ses écrits, de La Cabane et le Labyrinthe en 1984 à Hors-les-Murs en 2012. Vraiment une puissance d'expression et un niveau de langue assez extraordinaire. Rares sont ceux qui, comme lui, ont théorisé sur l'espace. On y vient. Il laisse des milliers de dessins et je ne sais combien de carnets. Il était arrivé à l'architecture par la mer.
Ça, c'est assez intéressant. Il avait commencé par la marine marchande, le cabotage, mais en fait, ce qui l'intéressait, pour lui, bâtiment, c'était les bateaux, mais aussi les infrastructures maritimes qui, précisément, lui évoquaient des choses jusqu'à de l'architecture inca, c'est dire. Il est apparu sur la scène architecturale avec les logements à Maurepas, tandis que Port-Zampar, on était là à la fin des années 70, construisait les hautes formes. Donc c'est un vrai moment dans l'architecture française, très 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 fort. Puis il y a eu Évry-Courcouronnes, un projet beaucoup plus abouti, qui lui vaudra d'ailleurs le prix de l'équerre d'argent en 86. Mais la grande trilogie d'Henri Gaudin, enfin pour moi, restera l'Université Saint-Leu à Amiens, dans les canaux, lui qui aimait tant Venise, le Stade Charletti avec Bruno Godin, qu'il ne faut absolument pas oublier dans cette affaire, tellement il a poussé les études structurelles. C'est un anti-chaudron, un stade ouvert sur la ville, on va pouvoir en discuter, et le musée Guimet, tout près de chez nous, là, ici, avec cet escalier sculptural. Bref, un ardent défenseur d'une pensée contextuelle. On se souvient qu'il a refusé le Grand Prix national d'architecture. Le jury avait alors voulu lui faire partager avec André Wozinski, le Corbuséen, en 1989. Voilà, donc c'est une page qui se tourne, Henri Gaudin. Isabelle. Oh, je suis vraiment pas du tout la bonne Justement, c'est personne. pour ça. C'est pour Non, ça. ben moi, Henri Gaudin, pour moi, c'est l'université d'Amiens que j'ai visité. On était tous les trois, je crois, hein, Philippe, Francis. Voilà, et je me souviens. C'est vraiment, enfin bon, je connais le musée Guimet comme ça, mais bon, là, voilà, je m'étais, voilà. Alors c'est quand même rigolo, quoi. On dirait je sais pas, des oreilles de chauve-souris, non? Il y a vraiment quelque chose. Donc c'est un bâtiment qui est comme ça, qui est tout en longueur, qui se niche, qui est le long du canal, mais comme si il y a quelque chose d'une extrême politesse en fait, de comme si il voulait pas déranger, donc il prend il prend la place qui lui est donnée en essayant il y a quelque chose, je trouve, qui était de cet ordre-là, et en même temps cette espèce d'agrégation très hétérogène d'éléments, de briques, de ces grandes ouvertures en verre avec les menuiseries métalliques, quelque chose d'assez libre, avec beaucoup d'humour en fait, je trouve, mais pas pour pas pour le plaisir du geste ou de la provocation, mais quand on est à l'intérieur, on voit bien que c'est quand même au service d'une qualité de l'espace et d'un espace qui est très inventif, quoi. Voilà, c'est un espace un peu qui a du chien, quoi, on est vraiment pas n'importe où quand on est là-dedans. Je sais pas, on sent, voilà, il y a quelque chose de sympathique, une personnalité forte et en même temps bienveillante. Enfin voilà, j'avais été très marquée, très positive. Et puis il y a une modestie aussi. Hein. C'est pas, voilà, c'était ce que j'essayais de dire par rapport au canal, quoi. De vraiment, on n'est pas, il se pose pas là. C'est pas le grand geste. C'est pas attention, me voilà, mais il y a une agrégation de formes, il y a une inventivité comme ça qui est assez inspirante, voilà, sympathique, plein de qualités. Philippe. Alors, c'est intéressant évidemment de parler d'Henri Gaudin après la Caton Vassal, parce que c'est vrai que là on a vraiment un auteur, il n'y a pas de doute. Oui. Et alors, d'abord la première des choses que je dirais, moi, c'était que Henri Gaudin c'était un physique, quoi. C'était un personnage qui faisait près de 2 mètres. Il avait un côté gaulien. Hein, il marchait un peu. Les dernières images qu'on avait vues de Gaulle en Irlande, il était comme ça là, un peu vers la fin de sa vie, Gaudin. Et en plus, c'était pas un personnage facile. Il avait les conflits avec son fils, avec lequel il a fait Charletti, sont légendaires. Donc c'était un personnage difficile. C'était surtout une immense culture. Mais vraiment gigantesque. Et le grec, le latin, la philosophie, énormément la poésie. Et c'est vrai que discuter avec Henri Gaudin ou l'écouter, c'était formidable. Il y avait vraiment un souffle. Et c'est vrai que tu as rappelé d'ailleurs le souffle qui poussait les navires autrefois, parce qu'il y a quelque chose de la voile dans son architecture, c'est incontestable. Il y a quelque chose aussi de l'univers médiéval qui est très présent, et lui-même avait quelque chose de cet ordre-là.
On aurait pu l'imaginer aussi dans un espace médiéval, quoi. Et donc, C'était un passionné du Moyen-Âge oui, complet. absolument. Oui, oui. Et souvent, on Ouais. a voulu le ramener à ça en disant qu'il était une sorte d'architecture médiévale, et pas du tout. Lui, Oui. jamais il a été, même ceux qui sont risqués à dire qu'il était un peu postmoderne parce qu'il avait réutilisé une sorte de cheminée à Évry-Courcouronnes. Pas du tout, pas du tout. C'était quelqu'un qui savait regarder les choses et les retranscrivait. C'était pas du tout même une citation, c'était autre chose. C'était retrouver les qualités de l'urbain, on pourrait dire, parce que là, pour le coup, lui, ce qu'il défendait, c'était la question de la ville. L'architecture devait constituer la ville. Oui, mais et quand Isabelle Régnier parlait d'humour, moi je parlerais presque plus de poésie. Je trouve qu'il conçoit. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, dans la construction, il concevait, je trouve, quand on voit l'université d'Amiens, c'est un peu pour moi comme un texte, quoi. Il y a eu un assemblage. Là, moi, j'y vois plutôt des papillons, mais on peut y voir des chauves-souris. Ouais. Non, enfin voilà. Donc, c'était un personnage vraiment très impressionnant et un peu d'ailleurs probablement aussi presque à la limite de l'excès. L'architecte tel qu'on peut l'imaginer, solitaire. Avec un crâne fumant comme ça, il avait ce côté-là, quoi. Et d'ailleurs, il disait une figure assez héroïque, en fait. Héroïque, et il disait d'ailleurs les dernières années qu'il pensait que lui, il était vraiment un homme du XXe siècle et que le XXIe siècle, c'était plus son monde, quoi. Mmh. Sophie? Oui, moi je garde un souvenir incroyable je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aussi de faire la visite avec lui du conservatoire de Soissons, absolument. Sa dernière œuvre. Pardon? Sa dernière œuvre. Sa dernière oui, œuvre. tout à fait, également en collaboration avec Bruno Gaudin, où tout au long de la visite, il nous avait vraiment beaucoup parlé de mathématiques. Enfin voilà, c'était vraiment une figure extrêmement brillante, un très grand intellectuel, très drôle, mais bon, très, très impétueux aussi. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans ce bâtiment-là, plus sans doute que dans les autres, c'est vraiment la qualité qu'il avait su donner, enfin qu'il a su donner, oui, qui est donnée à tous les espaces partagés dans le bâtiment, les espaces communs. Donc pas les salles de classe, mais les espaces de circulation, les espaces d'attente devant les salles. Donc c'est vrai que le conservatoire, voilà, c'est éventuellement un lieu où on va attendre ses enfants à la sortie d'un cours ou quelqu'un qui passe une audition. Et c'était vraiment traité avec énormément d'attention. Il y avait tout ce vocabulaire de la coursive, de la voile, ce travail sur la lumière. Et en plus, là, dans un contexte assez particulier, puisque en face d'un bâtiment religieux auquel il répondait sans aucun mimétisme, mais en tout cas auquel il répondait parfaitement. Et oui, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de toute l'œuvre de René Thom. Il Bien sûr. parlait beaucoup du mathématicien. Beaucoup oui. des mathématiques. C'était René Thom et Dubouchet. Hein, c'était les deux figures qui revenaient souvent. Et il n'oubliait jamais Montaigne. Hein, non, c'était quelqu'un extrêmement érudit. Hein, hein, on peut le dire. Il avait des discussions avec des philosophes, des mathématiciens, comme vous avez dit, des artistes et autres. C'était un personnage transversal d'une envergure assez incroyable. Là, je ne parle pas de sa taille. Hein. Je parle de sa puissance de pensée et de réflexion. Et puis un sens de la formule aussi. Quand il parlait de ses études, il disait les Beaux-Arts, c'était un déglutis de sentimentalisme, ou même quand il parle de Mies van der Rohe, auquel il se réfère beaucoup. Il était très drôle. Oui, il adorait à la fois Viollet-le-Duc, aussi bien que Mies van der Rohe, mais pas pour les mêmes raisons. C'est ça qui est intéressant chez lui aussi. Richard, il est fait pour toi, Henri Gaudin. Non, il n'est pas fait pour moi. Mais... Moi, comment ça, il n'est pas fait pour toi? Il n'est pas vraiment fait pour moi, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très cultivé, tu l'as très bien dit. Hein, effectivement, il y a René Thom, il y a André Dubouchet. On sent quelqu'un vraiment cultivé, mais malgré tout, il a eu son diplôme dans les années 66. Et c'est vraiment aussi un produit de l'école des Beaux-Arts. C'est quelqu'un qui dessinait énormément et qui abordait l'histoire de l'architecture. Il était chez Harrech. C'est tout à fait, pour replacer ça dans avec justement, enfin, tu parlais de sa relation à la ville, mais c'est vrai que
l'atelier Arech, d'où sont sortis Castex, Paneret, aussi Deslogiers, hein, et l'agence Arech, donc où Gaudin a fait ses premières armes, puisque c'est lui qui a construit le marché de Rouen. Voilà, donc l'école, donc cette agence d'Arech, cet atelier d'Arech, c'était le fondement de l'école d'architecture de Versailles, hein, qui était une école effectivement très très marquée à l'origine sur les rapports de l'architecture et de la ville. Mais enfin, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est surtout ça, hein, cette culture cette entrée dans la culture par le dessin, voilà. Hein. Et aussi, bien sûr, à l'école des Beaux-Arts, c'est vrai qu'on faisait de l'analo, de l'analyse de bâtiments. C'est un truc qu'on fait plus du tout aujourd'hui, par exemple. Hein. Et donc, on sent chez lui donc toute cette culture qui a disparu, cette culture du plan. Et aussi, voilà, la géométrie descriptive, c'était une épreuve très importante pour entrer à l'école des Beaux-Arts. Et cette géométrie descriptive, voilà, il a un petit peu, quelque part, un peu perverti, parce que dans le livre des éditions normales, hein, on le voit donc dans son bain, nu, photographié par le pauvre Nicolas Borel, et il regarde effectivement le plan de l'eau qui découpe son corps. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, et dans ces bâtiments, hein, très souvent, donc à Soissons, à Soissons, aussi à Strasbourg, il y a toujours des bâtiments qui sont coupés comme ça. C'est des volumes, voilà, qui sont coupés par des plans. Tout ça, effectivement, hein, c'est cette culture beaux-arts, donc à la fois culture du dessin et géométrie descriptive. Mais tout à l'heure, on parlait d'espace, et là, c'est ce qui m'intéresse, parce que finalement, on dit l'espace, on se gargarise de ce mot, mais en fait, ça veut pratiquement rien dire, parce que quelque part, chaque architecte théorise sa propre, disons, sa manière d'aborder les vides entre les bâtiments. Bon, chez Porzampar, c'est sculptural. Hein, chez Piano, par exemple, c'est plus la notion de milieu qui est importante que celle d'espace. Chez Philippe Rame, on peut en parler maintenant, parce qu'il devient assez important, hein, c'est la composition chimique de l'air. Et chez Gaudin, justement, ce qui est intéressant, c'est toute cette question. C'était l'espace pour lui, c'était plutôt, disons, l'interstitiel. Voilà. Hein, oui, donc, il parlait toujours de commissure. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait toujours que les choses se touchent, se rejoignent. Et dans le corps, par exemple, les éléments qu'il citait le plus, c'était les éléments peut-être les plus plissés, enfin, ceux qu'on n'irait jamais regarder, les aisselles, les aines, vous voyez, l'espace entre les doigts de pied, et tout ça, c'est vrai qu'on le retrouve dans son architecture, des entre-deux, comme tu dis, des commissures. Hein. C'est lui qui le dit, il employait ce mot très souvent. Tout à fait. Il y a vraiment, voilà, il y a tout un, voilà, quelque part l'espace pour lui, c'est ça, voilà, hein. L'interstitiel, c'est pas du tout l'espace culturel, ni le milieu. Ni la surface de la tour de la salle. Il disait à ses étudiants, qu'est-ce que l'espace sinon le lien? Voilà. Non, ce qui fait le lien. Il y avait aussi un mot qu'il employait beaucoup, c'est l'en commun, bien sûr. Donc, voilà. Ces interstices, tout ça, c'était effectivement le seuil, c'était la possibilité de la rencontre, de la relation, du lien, comme tu l'as très bien dit. C'est vrai que c'est comme ça qu'il faut peut-être aborder ces bâtiments. Alors évidemment, on a comme une pensée particulière pour Jean Perrotet. On n'a pas oublié, on ne pouvait pas parler de tout le monde. L'un des fondateurs de l'AUA qui est disparu là récemment à l'âge de 95 ans. Un immense personnage aussi, très différent. On pense beaucoup à lui. Et nous allons passer maintenant à notre sujet d'après. Là aussi, qui va nous amener sur des questions d'espace, de transformation, avec la restructuration de la Poste du Louvre. Alors là, c'est s'attaquer au chef-d'œuvre de Julien Guadet, parce que c'est quasiment son seul bâtiment, inauguré en 1888, et à partir duquel il a beaucoup théorisé le fameux Code Guadet, je vous rappelle. Ce n'est pas un bâtiment, mais un îlot né des transformations haussmanniennes. Pas seulement une poste, mais surtout une usine postale. Un bâtiment en structure métallique avec de grandes nefs que l'on ne distinguait plus du tout au fil des aménagements successifs au XXe siècle. Il faut bien le rappeler.
C'est un exemple emblématique de la transformation du patrimoine postal. En ce moment, la grande poste de Marseille, de Strasbourg, de Metz, de Rennes, sans oublier le centre de tri de Nancy qui a été transformé par Marc Barani, rappelez-vous, en centre des congrès, on en a parlé autour de cette table. Mais la poste du Louvre, elle est bien le navire amiral dont Dominique Perrault a pris les commandes pour l'ouvrir sur le quartier. Il s'agissait d'adapter le bâtiment à de nouveaux usages, bureaux, commerce, logements sociaux, commissariats, hôtels, et j'en passe, selon un programme défini par Postimo, dirigé actuellement par Rémi Ferredge, un maître d'ouvrage que l'on a bien connu à la RATP, dont on connaît l'engagement dans l'architecture. C'est donc la mutation d'un ensemble de 32 000 m², hier monofonctionnel, devenu multifonctionnel. Sophie. Alors, une nouvelle fois, Perrault fait une brillante démonstration sur un élément patrimonial. Moi, je pense que à aujourd'hui. Dire après Versailles. Voilà, exactement. Après, même à partir de, tout le travail qu'il a fait au Luxembourg, où là, c'était plus travailler sur un patrimoine des années 80. Quand on voit l'état initial, c'était vraiment pas gagné d'avance. Voilà, là, c'est vraiment l'acmé de tout son travail sur le patrimoine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur. Moi, je trouve que c'est un très très beau projet, et on peut être toujours un peu inquiet quand il y a des bâtiments comme ça qui sont soumis à transformation. Mais voilà, on sait qu'avec Perrault, ce sera toujours quelque chose d'extraordinaire. Et là, je trouve qu'il y a quand même un tour de force de changer radicalement le bâtiment et sa fonction, tout en réussissant à préserver l'aspect initial. Tu veux dire la mise en valeur des structures métalliques, c'est ça que tu veux dire? Voilà, oui, c'est ça, exactement. Bon, après, il y a une surélévation du toit, mais dans la géométrie, dans la volumétrie globale du bâtiment, ça change pas sa perception, initiale, même si ça a été violemment critiqué par les, comment dire, tous les gens qui se battent pour la préservation de. Oui, il y a une polémique, on s'en souvient. Voilà, oui. Exactement. Et puis je pense que c'était aussi c'est une très bonne réponse aussi par rapport à ce quartier extrêmement dense. Voilà, Paris, c'est une grande métropole qui est pas facile. Et là, il vient quand même travailler l'intérieur de l'îlot. Comme c'est un programme mixte, il a des servitudes de passage, donc il vient l'ouvrir. Il vient créer des passages vraiment dans l'esprit parisien. Et c'est surtout qu'il dégage complètement le cœur du bâtiment qui était complètement engossé. Et en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était quand même un bâtiment qui avait été, au fil des ans, vraiment abîmé par tous les usages successifs. On voyait plus grand-chose des grands volumes de gadets d'origine. Oui, avant, il y avait une seule entrée, c'était celle où on allait poster la fameuse poste du Louvre jusqu'à minuit, y compris pour les impôts. Vous vous souvenez, à l'heure limite. Et puis, maintenant, il y en a 4 ou 5. Pour les impôts et les concours. Oui, je parlais de tout le monde, là. Mais les concours, bien sûr. Une poste très fréquentée par les architectes parisiens. Isabelle. C'est une réussite évidemment dans le sens où voilà, il y a cette idée de rendre l'îlot poreux à la ville, donc toutes ces entrées, on va pouvoir traverser comme des passages parisiens pour arriver dans cette espèce de cour au milieu avec donc dans les étages, au premier, au deuxième étage, des grands espaces de bureaux comme ça en plan libre avec des mezzanines, un travail aussi sur voilà, il y a vraiment la lumière qui s'engouffre de partout, qui passe de part en part, donc il y a quelque chose de très agréable. Après, moi, je suis pas complètement enthousiaste. Déjà, faut aimer le noir quand même. C'est un parti pris. C'est le fil conducteur, hein. Comme on dirait d'un fil rouge, là, c'est le noir. Voilà, c'est noir. Alors là, on le voit à l'intérieur.
Mais c'est vraiment partout, y compris quand on est dans cette cour, on lève la tête et on voit le ciel, mais le ciel est presque colonisé par cette structure métallique noire qui est redoublée de mailles métalliques noires, qui est redoublée de caissons au niveau de l'autel qui font des sortes de petits balcons comme ça. Donc moi, je trouve ça assez oppressant, et c'est un geste architectural. Alors, certes, comme tu l'as précisé, la structure initiale du bâtiment n'était apparemment plus du tout lisible à force d'avoir été transformée, etc. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans une révélation, on est dans une couche supplémentaire. Et et de fait, là, dans cette pièce-là, il y a des choses, justement, même des éléments structurels qui ont été rajoutés, et c'est absolument impossible de faire la part des choses entre l'existant, le nouveau, enfin, tout est mis à égalité. Donc, on sait pas très bien. Je trouve qu'il n'est pas très facilement lisible, le bâtiment. Il y a les ouvrants là, les fenêtres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a décidé d'ajouter. C'était pas du tout, mais c'est pas comme ça. Ah si, c'est absolument comme ça. Ah oui, parce qu'on est à Aucune l'étage, photo on n'a est au été deuxième retouchée. étage. Oui, non, je me trompe. Voilà. Oui, ça c'est le deuxième étage. Mais à l'étage du dessous, les fenêtres descendent jusqu'au sol. Voilà, c'est ça. Alors ça, moi, je trouve ça, par exemple, assez curieux comme choix. Donc ça fait des mini espaces de balcon. Mais d'un autre côté, la perspective, elle est entravée par l'allège. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette voilà, parfois on a un peu l'impression de couches supplémentaires qui sont rajoutées. On est un peu dans l'anti-Lacaton Vassal, quoi. C'est pas on dépouille et on. Mais pour le coup, il y a une esthétique là, justement pour revenir au sujet. C'est sûr qu'il y a une esthétique, mais c'est vrai que moi je suis pas complètement séduite sur le plan esthétique. Voilà. Après, c'est des beaux espaces. Il n'y a pas de la terrasse. On a des vues. Là, on a on a pas mal d'endroits. On va commencer à avoir des vues sur le cœur de Paris. Là, oui, depuis la terrasse de l'hôtel. Entre la bourse de commerce et. C'est vrai, il y a une très belle vue et en plus, on voit pas le bâtiment. C'est génial. Richard. Non, enfin, oui, enfin, moi, je connaissais pas, non, mais je connaissais pas la poste de Guadet. Oui, à part quand j'allais porter mes concours à minuit, etc. C'est toujours en retard d'ailleurs. Voilà, mais je connaissais pas trop ce bâtiment, mais j'imaginais qu'il était beaucoup plus intéressant que ça. Parce que quand même, malgré tout, la poste de Guadet, c'est pas la poste de Vienne, là, de Wagner, d'Otto Wagner. C'est pas le même niveau, voilà. Et puis après, le projet de Perrault. Je ne sais pas, mais tu as cité le programme, par exemple. Hein. D'abord, ils sont bien assez fondamental. Hein, ils sont bien sympas à la RATP, mais quand même, ils ont bourré allez, Postimo. Voilà, pardon, à Postimo, ils ont bourré le projet de surface. Hein, comme si vraiment, il fallait vraiment qu'ils gagnent le plus de fric possible avec cette implantation très importante dans Paris. Donc, il est bourré comme un œuf. Et puis, en plus, le programme, enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Donc il y a des bureaux, il y a du logement social. Enfin, on voit très bien, oui, il faut du logement social. On met un peu du logement social, il faut du bureau parce qu'il faut financer. Il n'y a pas de commissariat de police, on va mettre un commissariat de police. Et puis à côté du commissariat de police, il y a une crèche ou un truc pour les enfants. Mais c'est traité exactement de la même façon. C'est tout noir. Donc peut-être que c'est pour faire en sorte que les enfants, plus tard, ils deviennent policiers, je sais pas, mais on comprend pas. Voilà. Hein. Et puis donc, tu dis esthétique, mais s'il y a un truc, le seul truc que je trouve vraiment de super dans ce bâtiment, c'est que, voilà, je vais faire le geste avec les mains parce que je ne vais pas pouvoir l'expliquer comme ça. Donc, il y a la structure de Guadet, mais même cette structure de Guadet, si vous voulez, je la trouve pas. Oui, ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est vrai, c'est que c'était une enveloppe de pierre très épaisse, et puis à l'intérieur, donc, il y avait cette structure hyper fine, quoi. Donc, en métal, en fonte, avec des poteaux en fonte, et puis les poutres treillis en métal. Bon, mais là maintenant, les choses, il a fallu mettre des bureaux, donc les hauteurs sur plafond, elles ont été coupées par des mezzanines. Et puis, en plus, voilà, comme l'a dit Isabelle, la structure
en fonte. On ne pouvait pas plus la solliciter. C'est-à-dire, comme il fallait mettre du programme, rajouter des choses, il fallait donc, en plus de la structure existante, mettre une autre structure dedans qui passe à travers les planchers et puis qui vient soutenir donc en haut la terrasse, l'hôtel, un tout programme qui a été rajouté. Et donc le seul truc intéressant, je trouve, c'est voilà, quand on est en bas, non mais je peux pas le faire le geste, voilà. En bas il y a la structure en bas il y a la structure comme ça de Gadet, et puis il y a la structure de Perrault qui vient comme ça. Et donc c'est le seul truc de bien, je trouve, c'est quand on est en bas et qu'on voit justement l'interaction entre les deux structures. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et après, c'est vrai que la structure de Perrault, elle n'a pas trop d'intérêt. C'est des grosses piles en acier ou en béton, je sais plus rien, et qui montent jusqu'en haut pour soutenir le reste. Mais voilà, quoi, il n'y a pas. Et puis la toiture avec les pare-soleils qui reprend les coques renversées là, des toitures parisiennes. C'est presque ridicule. Quoi. Donc, voilà, moi je trouve que c'est un truc... pour moi, ça n'empêche pas que Perrault, c'est un excellent architecte. J'espère qu'un jour, il aura le Pritzker Prize, il le mérite. Son travail sur les sous-sols, j'en parle tout le temps à mes étudiants, je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Mais ça, quand même, c'est un ratage total, il faut bien le dire, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, aussi avec ce que disait Isabelle. Moi aussi, c'est pas du tout un projet qui m'a fasciné ou intéressé. Je pense qu'il a dû faire un travail incroyablement complexe pour arriver non seulement à conserver le bâtiment dans sa façade extérieure, on peut le dire, et y loger tout ce qui... Bon, là, je reconnais que du point de vue du programme, de tout ça, c'est sans doute un travail remarquable. Le résultat, probablement que l'ouverture des passages, comme ça, c'est très bien, du point de vue urbain, très bien. N'empêche que j'ai quand même le sentiment, finalement, que ce que j'aime chez Perrault, c'est quand il fait de la façade extérieure. Pas que ça, mais quand on voit ces façades. C'est-à-dire que quand le résultat de tout son travail se voit aussi. Parce que quand il intervient dans des espaces, comme tu l'as dit, patrimoniaux, disons, comme à Versailles, je reconnais que j'aime beaucoup le pavillon du Four, mais je pense que le travail l'apport de Loriot-Prévost est considérable aussi. Je pense que le design là prend une place énorme et c'est pour ça que c'est réussi. C'est pas que pour ça. Perrault est un très grand architecte, je suis d'accord. Mais là, dans cet espace-là, à l'intérieur, finalement, tout ça pour en arriver à cette espèce de structure industrielle qui semble être presque un pastiche d'une architecture de fer. Enfin, bon, c'est un peu. Je trouve qu'on est déçu, quoi. J'aurais attendu de Perrault, et probablement que tu as mis le doigt sur la chose, c'est-à-dire que rien n'est différencié, c'est-à-dire que tout est pareil. Donc à ce moment-là, bon, bah, on a une structure interne avec là, on est peut-être aussi dans l'espace des possibles. Hein, c'est des plateaux, voilà, mais là, je trouve que c'est pas du tout un projet enthousiasmant. Non, c'est pas possible. Ouais. Excuse-moi, c'est Ouais. vraiment des plateaux qui sont faits pour les bureaux, quoi. Tu vois, ça c'est pas Oui, un c'est espace, c'est possible. Tu vois. on Tu peut vas y faire, pas on peut y faire du faire la patin à fête roulettes. là-dedans, c'est clair. Tu vois, Ouais. pardon. Non, mais un programme comme ça aussi, il appelle à une certaine flexibilité. Qui dit demain que les bureaux seront comme ça? Donc il fallait absolument précisément qu'il y ait quand même des possibles. Les potentiels. Excuse-moi, je reviens là-dessus. L'espace des possibles, ça aurait été d'enlever ces horribles mezzanines et puis de dire, voilà, on va faire des gigantesques poules avec des hauteurs de 7 mètres sous plafond. Ouais, là, ça aurait été cool, quoi, tu vois. Et là, on aurait respecté la structure de Gadet, quoi. Au lieu de mettre des mezzanines partout pour effectivement remplir, quoi. Bon, en tout état de cause, il y a quand même une logique, je trouve, là. En effet, j'entends que ça ne vous plaît pas, mais moi, je trouve qu'il y a quand même il y a une cohérence qui est donnée esthétique, en effet, peut-être pas assez différenciée pour certains, mais néanmoins, là, le défi, c'était de faire entrer un programme aussi complexe dans quelque chose qui était, j'ai bien insisté sur le côté monofonctionnel. Non, mais attendez. Et puis, sur la question des façades, ça, c'est intéressant, parce qu'évidemment, on aime beaucoup Séoul, on aime beaucoup ces projets de Perrault extrêmement maîtrisés, en effet, avec un élément répété et autres qui donne toute la puissance au lieu. On est d'accord. Mais là, il faut se souvenir que Haussmann,
détestaient les usines en ville. Voilà pourquoi l'usine postale qui devait être installée là, au cœur de Paris, eh bien, devait être en pierre. On masquait, en fait, le côté usine. Donc, ça explique le côté un peu hybride, le côté, justement, c'est ce qui en fait aussi la richesse de ce patrimoine, certains diraient éclectique, d'une certaine manière. Mais Gadet, il va raisonner fonctionnel en même temps qu'il va raisonner esthétique. Moi, en fait, je pense que il y a quand même une philosophie de la transformation, de l'appropriation, enfin de la transformation du patrimoine, qui est, c'est pas vraiment un dialogue, en fait. Il y a quelque chose de très autoritaire, je trouve, dans le geste, et qui est, qui est plus de l'ordre de la prise de contrôle, de la prise de possession, que dans le dialogue avec l'existant. Du coup, ça crée comme ça, moi je trouve justement, contrairement, c'est pas du tout des espaces de liberté, mais c'est des espaces assez contraints. Il y a quelque chose de très autoritaire. Non, mais Pierrot, c'est pas l'esthétique des possibles, c'est l'esthétique de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui. Non, moi je veux revenir par je voudrais défendre cette idée de la différenciation. Je trouve qu'elle aurait absolument pas de sens dans ce contexte-là, alors qu'on a vraiment affaire à un îlot dans son entier uniforme. Moi, je trouve que justement, l'intérêt, c'est qu'il y ait ce travail-là sur le noir et qu'il y ait cette uniformité-là. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. C'est ce que je trouve juste, en fait. Tu n'as pas tort, parce que Dominique Perrault cite les passages couverts, le passage vers Rodada, justement pour expliquer. Ils sont dans le quartier. Donc oui, qui sont dans le quartier pour expliquer. Et c'est vrai que les passages étaient comme ça conçus avec. Il y avait plusieurs activités dedans. Il y avait des commerces, des théâtres, etc. Donc, mais encore une fois, moi je trouve qu'on est là devant un bon projet d'ingénierie, disons. Mais il manque une espèce d'audace de l'architecte qu'on connaît, quoi. Et là, bon. T'as raison, c'est un bon projet de Villemotte, tu vois. Oui, ça pourrait. Mais tu vois, c'est une bonne vengeance de Perrault, parce que la plupart des gens qui étaient chez lui partent chez Villemotte, et maintenant Villemotte fait du Perrault. Et donc, pour se venger, il a fait du Villemotte. Pardon, excusez-moi. Bon. Ça va, Francis ? Ça va être bien. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas fini d'en parler de ce projet, parce qu'il est quand même emblématique, je trouve, d'une situation d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce patrimoine postal et autres, mais on pourrait parler d'autres bâtiments. Où précisément, la question de rentrer dans le patrimoine et le transformer, c'est la question essentielle. Sinon, le bâtiment, eh bien, il est tellement obsolète. Mais je ne vais pas vous expliquer la chute du courrier. Quand Perrault intervient à Versailles, il dit « je n'ai pas transformé, j'ai poursuivi Versailles ». Très bien. Donc, et c'est intéressant comme idée. Bon, donc là, est-ce qu'il poursuit l'œuvre de Gadet? Bon, je ne sais pas, peut-être. Ça Vous avez oublié une chose sur Versailles. Qu'on peut être un peu déçu. C'est que Versailles, certes, le travail de Gaël Loriot-Prévost est formidable et fondamental, exactement comme il est aussi à Luxembourg, mais à Versailles, il va creuser précisément le travail par le sol est très très important. Là, dans la complexité de ce projet de la Poste, il fallait justement là aussi rajouter un niveau de logistique, justement, vous savez, la logique du dernier kilomètre et autres. C'est ça, c'est en fait un outil métropolitain que c'est devenu cette Poste du Louvre. Alors évidemment, on n'est pas dans une conservation d'un bâtiment. D'ailleurs, je rappelle que le bâtiment n'était pas classé. Mais c'est pas ce qui nous gêne. Hein. Non, apparemment, ici, on ne regrette pas que le bâtiment n'ait pas été mieux conservé. Ce qu'on regrette, c'est que l'apport de Perrault ne soit pas suffisamment du Perrault, au fond. Alors, nous allons enchaîner avec la résidence du Soleil. Donc, nous allons partir à Maison-Alfort. Là, nous sommes tout près de la Marne, donc à tout autre contexte, dans un parc au cœur d'un ensemble de tours et de bars des années 50.
ou Badia Berger ont réalisé un bâtiment tout à fait intéressant, car loger les personnes âgées, leur trouver un habitat adapté est un vrai sujet de société, je ne vous l'apprendrai pas. Il s'agit ici de personnes non dépendantes, il faut le souligner. 70 logements dans un doux pentagone qui s'organise autour d'un atrium central végétalisé. Soulignons que les architectes ont réussi à pouvoir choisir le mobilier, ce qui aide beaucoup aussi. Chaque appartement est équipé en plus d'un cellier. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est Philippe qui va nous emmener au cœur de ce parc. C'est très aimable à toi. La première des choses que je dirais, c'est que les gens qui nous ont reçus, qui étaient absolument adorables, aimables, l'une de ces personnes a eu une phrase que j'ai trouvée formidable, parce qu'elle nous a présenté donc ce lieu en disant, en gros, c'est bien que vous veniez le voir parce que, comme de toute façon, on y va tous doucement. Sous-entendu, on allait tous glisser vers l'EHPAD, et c'était flippant, mais en même temps, bon. Donc c'était assez intriguant comme entrée en matière. C'est rare quand même d'être pris comme ça à la gorge. Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que la première des choses, c'est que le bâtiment s'insère dans un site qui est assez particulier parce que il y a juste à côté une espèce de grand espace comme une espèce de grand parc, une espèce de central parc à dimension réduite, mais enfin qui a un peu de cet ordre, entouré d'un certain nombre de logements sociaux. Si j'ai bien compris, le maire a toujours été quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'architecture. Et ce qui est intéressant dans le bâtiment dont on va parler, c'est que la fameuse troisième façade, c'est comme ça qu'on dit, ou la quatrième ou cinquième, je ne sais plus comment on dit. Cinquième, pardon. C'est un cercle, j'en voyais que deux des façades. La cinquième façade, c'est-à-dire la toiture, a été vraiment pensée pour être travaillée, parce qu'on savait qu'elle allait être vue des bâtiments qui sont plus hauts tout autour. Donc ça, c'est déjà un soin quand même important. Ensuite, c'est un bâtiment un peu étrange, parce que qui dit bâtiment d'autonomie, de gens qui sont encore autonomes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, finalement, habitaient souvent dans des pavillons, parfois un peu isolés, et ne voulant plus être seuls, décident de rentrer dans une espèce d'auberge de jeunesse pour personnes âgées, une espèce d'hôtel, disons, parce qu'il n'y a pas, à différence des EHPAD, il n'y a pas de système de soins, il n'y a pas de restaurant, donc les gens sont vraiment obligés de s'occuper d'eux-mêmes, quoi. Et donc alors c'est très étrange parce que on a appris donc que ces différents logements qui sont soit des studios, soit des 2 pièces, qui sont d'ailleurs très grands, qui bénéficient tous, ça c'est marrant, d'un cellier. C'est-à-dire mis sur le balcon, voilà, ça pourrait être aussi du Lacaton Vassal, un peu, et dans le bon sens. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est une bonne idée d'ajouter comme ça un espace que chacun peut utiliser. Mais bon, toi tu dis non, tu as sans doute raison. Mais parce que t'aimes pas les celliers. Mais en attendant, ce qui m'a surpris d'abord, c'est que c'est très peu cher à la location. Et que pourtant c'était loin d'être rempli, donc ça c'est un autre problème. Mais aussi, si je dois dire, ça c'est les éléments positifs. Je trouve que les appartements sont grands, ils ont tous des balcons, c'est vraiment. Mais en revanche, là on a une vue de l'intérieur. Moi j'ai trouvé que l'intérieur était assez sinistre. J'ai trouvé que les couleurs étaient quand même. Je comprends pas pourquoi on continue de faire comme ça des gris, des roses ternes. Ça m'a vraiment surpris. Et c'est ça que je comprends pas bien, parce que je trouve que le travail de Badia Berger, il est vraiment sensible. On sent qu'ils ont voulu donner plus à ces gens. Les circulations sont très très larges. Oui, il y a des véritables il y a des grands escaliers. Tout appropriables, là oui, encore. Tout ça respire. C'est Oui. c'est vraiment très bien. Et d'un seul coup, on a une espèce de patio sinistre. Un peu, c'est peut-être le fond. Le fond néo-moderne là, qui reste encore, qui pousse sa corne, là, je dirais. Voilà. Isabelle. Oui, moi je trouve que c'est où il y a une grande délicatesse, alors je me souvenais plus de cette affaire du toit, mais ça résonne tout à fait avec l'idée de se fondre dans le paysage. Et moi j'ai l'impression, alors c'est vrai qu'il y avait ces espèces d'ocre un peu à l'intérieur, j'étais pas forcément fan, mais je me dis bon, je sais pas, c'est un peu une question de goût aussi, parce que c'était quand même accompagné de beaucoup de bois, des panneaux en bois. Il y a quand même
Le patio, je me souviens pas, mais le patio, il y a quand même quelque chose qui est aussi travaillé vraiment avec beaucoup de soucis de ces personnes donc qui sont effectivement encore autonomes, mais qui sont âgées et qui par ailleurs peuvent venir de cultures extrêmement différentes et avoir des rapports entre le dehors et l'intérieur très différents. Et donc ce patio, il a cette qualité d'être ouvert sur l'intérieur et d'être ouvert sur l'extérieur. Et donc il y a quand même beaucoup d'espaces communs, des espaces intérieurs et des espaces extérieurs, et on peut choisir finalement de s'installer sur le parc parce qu'il y a un jardin qui donne sur le parc, ou alors au contraire de se mettre sur ce patio intérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées avec une attention qui est assez émouvante. C'est pas une architecture qui est c'est une architecture un peu simple, quoi, du quotidien. Enfin, on va un peu à l'essentiel, quoi. Il n'y a pas ni dans la façade, ni dans les volumes. Bon, il y a ces courbes comme ça qui sont qui d'ailleurs donnent aux logements eux-mêmes une sorte d'extension un peu, enfin un sentiment de dilatation du volume. Donc, la courbe, c'est à la fois de la douceur, mais c'est quand même assez intéressant sur voilà, ça donne une sensation de volume, et puis on a le parc comme décor et en même temps comme extension. On peut le sentir. Enfin bon, voilà, c'est un lieu qui dégage beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. Et moi, j'ai pas trouvé le patio particulièrement sinistre. Il y a une idée de cocon un peu niché dans la nature. Voilà. En tout cas, il y a une belle porosité, je trouve, des espaces. On n'est pas enfermé, on est toujours en relation, là encore. C'est quand même, je crois, une des grandes qualités de cet ensemble. C'est-à-dire que les logements sont traversants à leur manière. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Sophie, qui va sûrement reprendre cet angle. Oui, je trouve qu'ils ont extrêmement bien travaillé la relation au parc. Et effectivement, tout est traversant. Bon, les logements, c'est quand même des faux traversants, mais ils ont quand même trouvé une astuce qui fonctionne extrêmement bien. C'est que les cuisines sont placées côté couloir, que ce couloir, comme c'est une sorte d'anneau, le couloir est éclairé naturellement par le patio, donc les appartements bénéficient d'un double jour. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le projet, d'abord, le plan est très bien dessiné. Quand on faisait la visite, le plan qui indique les sorties de secours, les plans pompiers, en fait. On voit vraiment la justesse du dessin et du dimensionnement des choses. Il y a plein de détails qui sont pétris d'attention et qui permettent de bien gérer le passage du collectif à l'intime, puisque voilà, c'est quand même des appartements où les personnes donc c'est pas les personnes qui bénéficient de soins, mais elles ont la possibilité de faire des activités collectives, de recevoir aussi leur famille, des amis. Et le fait d'avoir, par exemple, ces grands bâtis de bois où il y a la sonnette, l'éclairage, la porte d'entrée, ça permet vraiment d'individualiser chaque habitation. Moi, il y a un point sur lequel je suis extrêmement sceptique, c'est le travail de revêtement de façade. Donc le cuivre pré-patiné vert, je trouvais que c'était un peu dommage dans ce que ça. On a l'impression que on a du mal à identifier la matière. Je trouve que les capotages sont pas très bien réalisés. De loin, on a l'impression que c'est un revêtement plastique, alors qu'en fait, c'est un cuivre pré-patiné. Donc, je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait ce capotage-là, et il y aurait pu avoir un autre travail sur les façades, je trouve. Richard.
T'as pris un appartement là-bas déjà? J'ai hésité, hein, franchement. Ouais. Franchement, mais je Mais oui, prendrai, hein, ouais. je crois. Le premier jour, ça sera idéal. Ouais. Mais tu vas doucement. Hein, Ouais. je Non, te mais rappelle. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, enfin, comme tout le monde, c'est vrai. D'abord, effectivement, comme l'a dit Isabelle, c'est vrai qu'il y a ces chambres comme ça qui s'évasent vers le parc. Effectivement, le rapport au parc, il est vraiment extrêmement bien traité. Le verre courbe, comme on l'a vu, qui est utilisé d'ailleurs uniquement qu'à l'entrée, parce qu'après c'est du verre plat. Hein, on croit que c'est court, mais c'est plat. Donc il y a une économie aussi, malgré tout, une certaine économie de moyens. La cour, les critiques, mon ami, je la trouve plutôt bien. Elle me rappelle, elle a un côté un peu constructiviste russe. Et en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que la cour, voilà, elle a un côté, c'est une tour de Babel inversée. Voilà. Et c'est ça qui m'a, enfin c'est ce thème-là qui m'a intéressé finalement. C'est le thème de l'hélice, du cercle, bien sûr. C'est pas un projet circulaire, mais quand on se promène dans le couloir, on finit par revenir sur ses pas. Et finalement, les espaces sont tellement différenciés que on arrive à ne plus se reconnaître et à presque se perdre, parce qu'à un moment donné aussi, il y a le couloir, il est à l'intérieur du bâtiment, il donne sur la cour, mais en même temps, il y a des percées comme ça, hein, qui permettent de mettre en relation avec le parc. Et donc, c'est extrêmement intéressant, parce que là, on tourne, et moi, je m'imaginais très bien, voilà, ayant perdu toute ma mémoire, en train de tourner, à chercher ma chambre, et puis à rencontrer une dame, et à lui dire « Mais madame, vous vous rappelez, l'année dernière, à Marienbad ?» Voilà. Quelle beauté. Mais c'est vrai qu'on se projette. Moi, j'ai tout de suite aussi. Enfin, on s'imagine dedans, et c'est quand même pas tous les jours. Enfin, il y a vraiment l'idée qu'une maison de retraite, parce qu'en fait, c'est une maison de retraite, c'est pas un EHPAD, Non, c'est une maison de retraite. Non, EHPAD. non, c'est pas un EHPAD. Parce que il y a pas le D. Il n'y a pas le D, donc c'est pas des. C'est vraiment ce qu'on appelle une maison de retraite. Donc c'est une maison, voilà, quand on a fini de travailler, on commence à être un peu vieux, mais ça va encore. Ça pourrait être. Enfin, il n'y a pas de raison qu'une maison de retraite soit un endroit sinistre. Une maison de retraite, en fait, ça devrait pouvoir être positivement connoté. Ça devrait pouvoir être une auberge de jeunesse pour vieux. Ça devrait. Et c'est vraiment l'idée, quoi. C'est une source de. Cet endroit a été pensé pour être une source de bien-être possible, une source d'épanouissement personnel. Il y a des terrasses là aux étages qui partent un peu comme ça. Enfin, Non, mais là où tu as raison, c'est qu'on voit bien que tout est fait pour que les gens ne soient pas déracinés. Je dis pas ça uniquement parce qu'il y a un parc autour, au sens où ils étaient dans des appartements souvent plus grands. Les enfants sont partis et autres, et donc ils viennent là et ils se retrouvent ensemble. Il y a ces espaces là, en effet, comme l'a dit Philippe, en effet, ces espaces larges qui justement provoquent justement on peut tout imaginer là. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des points de discussion, de rencontres, la bibliothèque, j'allais dire la salle de sport aussi. Tout à fait. En même temps, c'est très savant, parce qu'il y a aussi la leçon de Herzberger pour sa maison de retraite à Amsterdam, qui était détruite, hein, parce que en fait, lui, il avait imaginé donc, des seuils où les gens peuvent s'arrêter, peuvent discuter. Tandis que là, bon, Sophie l'a dit, il y a des façades en bois, et dans ces façades en bois, il y a une fenêtre qui donne sur le couloir, et cette fenêtre, elle permet donc de voir l'appartement. Donc on peut voir si les gens sont là, et on peut les surveiller comme ça. Enfin, si on a envie de leur parler, on peut frapper à la vitre. Et puis en même temps, cette fenêtre, elle sert aussi à une sorte de mise en scène, donc de toute la vie des gens. Il y en a qui ont des collections de médailles parce qu'ils ont été sportifs, d'autres des collections de cristaux, d'autres des photos de Johnny Hallyday. Et donc il y a un côté, voilà, il y a quand même malgré tout une connaissance de l'histoire de l'architecture dans ce projet. Il y a Herzberger, et puis aussi, je comprends très bien que Sophie n'est pas appréciée, mais il y a un côté un petit peu wrightien dans l'emploi des boîtes en cuivre oxydé. Et d'ailleurs, même le bâtiment, il a un côté wrightien dans la manière dont la courbe est gérée. Donc il y a Wright, il y a Herzberger, il y a des constructivistes. Donc, il y a une vraie culture architecturale quand on visite ce bâtiment. Oui, en même temps, il n'est pas bavard parce qu'il ne raconte pas ça. C'est ça qui est bien. Non, c'est pas de la référence. Voilà. C'est une culture qui a été totalement assimilée. Voilà. Mais là où c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est si on rappelle la formule que tu avais citée, que j'ai trouvée très belle, la beauté, c'est le jeu infini des correspondances. Là, tu as raison de dire que ça évoque plusieurs choses, et c'est vrai, le constructivisme, c'est très juste. J'avais dit maison de
auberge de la jeunesse, c'est pas complètement pour rien, c'est qu'il était question que ce bâtiment accueille aussi des étudiants. Hein, qu'il y ait un partage. Un peu transgénérationnel. Oui, absolument. Voilà, c'est aussi le projet. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un projet qui va se développer de plus en plus, de mélanger justement pour ne pas qu'il y ait des ghettos j'allais dire, de génération. On va revenir à la maison de la Tunisie. Alors là, c'est un tout autre genre, tout autre style déjà. Donc, nous allons parler de ce pavillon Bourguiba à la cité universitaire. Juste le long du périphérique et à côté de la résidence pour chercheurs de Brutaire, dont nous avons largement parlé autour de cette table. Eh bien, ce projet conçu par Exploration Architecture, Thierry Hennequin et Yves Pagès, est en fait la seconde maison tunisienne. Il y avait déjà eu un projet en 1953 par Jean Sebag de l'autre côté de la cité universitaire. Alors là, pas de bloc. Une forme souple, dans un effet ruban, une calligraphie en façade, d'après un dessin de l'artiste tunisien Chouf, 200 chambres, un auditorium de 250 places. Alors évidemment, là, on est dans toute autre chose. On est très loin de tout ce qu'on a pu évoquer dans nos sujets précédents. Évidemment, la bibliothèque universitaire de Cottbus en Allemagne par Herzog de Meuron travaillait à la fois sur ces mêmes registres de forme et en effet de calligraphie. Mais là, c'est un tout autre contexte et un tout autre programme. Donc, Isabelle. Alors, je l'avais d'abord, voilà, on pouvait pas le rater en passant sur le périph', donc je l'avais bien repéré avant de pouvoir le visiter. Et je dois dire que j'étais pas particulièrement emballée par cette façade très opaque et ces calligraphies là. J'étais pas séduite, on va dire. Et j'ai été, les choses se sont un peu c'est-à-dire que cette façade abrite en fait une sorte de secret. C'est un peu l'idée du voile ou de la burqa presque qui recouvre une sorte de il faut pas dire ça, il y a quand même l'idée d'un voile qui enferme quelque chose une beauté qu'on ne peut absolument pas soupçonner. On a donc une structure, c'est une double structure, c'est deux cylindres, une structure un peu un petit peu compliquée, en tout cas pas évidente, parce que la forme de la parcelle, on est dans donc cette troisième vague de construction sur la cité internationale, donc le long du périphérique, donc à côté de la résidence Brutaire, et juste après, là, est en train de sortir de terre. J'imagine qu'elle doit être finie maintenant parce que c'était déjà. Ça a beaucoup poussé. Ça va très très vite. Oui. Hein, c'est la maison de la Chine fait par l'agence Col de Phi. Donc on est vraiment niché entre les deux sur une parcelle un peu biscornue, avec cette idée que ça doit aussi faire un peu une ceinture acoustique contre les bruits du périph', c'est soi-disant. Donc quand on rentre à l'intérieur, déjà contrairement à ce qu'on peut imaginer de l'extérieur, les calligraphies, donc là on le voit très bien, n'occultent absolument pas la vue. Donc on n'est pas du tout dans un bâtiment sombre. On rentre dans un hall qui est ouvert des deux côtés. Donc derrière il y a un tout petit jardin entre le périphérique et le bâtiment. Et puis donc à droite, il y a un petit salon de thé avec cette enveloppe toute courte. Donc c'est un petit espace, mais qui est assez accueillant, sympathique, complètement ouvert sur le parc de la Cité internationale. Et puis et donc là, on est dans un des cylindres qui donne accès aux chambres et puis à des salles d'études, si je me souviens bien, je l'ai vu quand même un moment. Et puis alors sur la gauche, on pousse une porte et on arrive là, dans cette espèce d'atrium incroyable, qui est une espèce d'un côté un peu hôtel de station de ski des années 70 ou même un peu Guggenheim, qui va en s'évasant comme ça en montant dans les étages avec ces bardages de lattes de bois tout autour. Il
il y a les galeries sont comme ça, s'enroulent de manière un petit peu irrégulière autour du volume creusé avec une toiture en verre, je crois, donc qui laisse complètement s'engouffrer la lumière. Là, au rez-de-chaussée, on a, je crois que c'est le restaurant, enfin un espace de restauration collective. Et cet endroit, c'est sidérant. Franchement, c'est une espèce de surprise comme ça. C'est vraiment, enfin, c'est ça peu le trousseau de la mariée, quoi. Et donc on monte, voilà, on monte dans les étages. Il y a une richesse quand même des matériaux, de ces boiseries, la lumière qui rentre. Enfin, c'est des circulations comme ça. Alors, il y a des ascenseurs, mais en fait, on peut tout faire à pied si on a envie de faire un petit peu d'exercice. Et c'est assez plaisant. Et puis après, voilà, on arrive dans les chambres qui elles-mêmes bénéficient aussi de cette architecture courbe et donc avec ces espèces de grandes grandes ouvertures qui alors sur le périph', c'est toujours la problématique de ces résidences de la cité universitaire qui sont sur le périph', mais où il y a quand même un charme certain à ce ballet des voitures un peu hypnotique et d'autant plus là que il y a ces percées horizontales comme ça qui font toute la longueur de la chambre, avec un mobilier en plus sur mesure qu'on voit très bien là, quand même de belle qualité. Et puis là, je ne sais pas s'il y a des photos, mais il y a les petits modules de salle de bain en plastique rose qui font très Charlotte Perriand, ce qui est d'ailleurs une référence puisque je crois que c'est elle qui a fait le mobilier de l'autre maison de la Tunisie, si j'avais bien compris. Donc voilà, c'est des petites chambres d'étudiants, mais qui sont extrêmement qualitatives. Donc voilà, il y a un très bel auditorium aussi. Le détail, il y a des petites, une signalétique un peu en calligraphie comme ça. Enfin, il y a vraiment un raffinement pour une résidence étudiante, et puis même, enfin, je veux dire pour une résidence étudiante, je dis ça pour les chambres, mais franchement, cet atrium, c'est quand même assez stupéfiant. Voilà. Alors Richard. Oui, moi je ne vais pas rajouter plus à ce qu'a dit Elisabeth. Tu es donc d'accord avec la surprise? Comment? Non, bien sûr, parce qu'on on peut pas. Enfin, ce que je trouve vraiment bien dans ce projet, surtout, c'est la manière dont les différents espaces, qui étaient quand même très hétérogènes, ont été distribués, parce que l'auditorium, donc, il est dans le grand cylindre, il est au rez-de-chaussée. Et après, effectivement, dessus, il y a donc ce grand atrium. Et comment aussi les choses se distribuent, parce que on rentre entre les deux cylindres, c'est l'entrée, donc on peut être dirigé soit vers l'auditorium, soit vers les chambres. Et puis il y a une passerelle qui traverse le hall. Et quand on prend d'abord un premier escalier, après on passe la passerelle, et puis on se retrouve effectivement donc dans l'atrium. Enfin, comme l'a dit Isabelle, mais je trouve ça vraiment, enfin je trouve ça super intéressant de toute façon, voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même fou d'habiter dans le Guggenheim de Reich, quoi. C'est quand même un truc pas possible, il faut bien le dire, quoi. Et ça, tout ce mélange de programmes, ben, c'est pas nouveau, parce que bon, la Villa Rotonde de Palladio, c'est une église pratiquement, qui est habitée, quoi. Et là, effectivement, donc habiter le Guggenheim, c'est complètement fou, et ça produit. Voilà, puis ça produit des situations délirantes, parce que quand je suis allé avec Benoît Le Thierry Delquin visiter le truc, on était en bas, tout d'un coup on a vu un personnage qui descendait en chemise de nuit pour prendre son petit déjeuner, mais c'était un truc à couper le souffle complètement, quoi. Alors que la fille était toute petite, mais elle était complètement magnifiée par l'architecture, quoi, voilà. Et voilà. Bon, après, c'est vrai que les chambres, je ne serais pas trop d'accord avec Isabelle, parce que, bon, malgré tout, on a vu les chambres tout à l'heure chez, comment elle s'appelle, Marianne Badia, enfin Badia Berger. Hein, c'est vrai qu'elles sont ouvertes complètement. Bon, là, c'est le périphérique, bien sûr, mais le périphérique, bon, par exemple, chez Brutal, c'est ouvert sur le périphérique. Enfin, comme tu l'as dit, le périphérique, c'est un paysage. C'est pas placé de la même manière. Hein, brutal. Oui, je sais, tout à fait. Mais c'est un paysage brutal, mais malgré tout, il a sa beauté. Et puis demain, peut-être, hein, ce sera une promenade piétonne, donc on peut anticiper ça. Et c'est vrai que malgré tout, le lettrage, tout ça, bon, c'est vrai que j'ai un tout petit peu de mal. Hein, mais c'est vrai que c'est très subtil, parce que quand j'ai vu les photos, je pensais que c'est une façade en verre sérigraphié, alors que ça a été très très bien fait. Hein, c'est du métal, c'est une structure arachnéenne en métal qui tient les lettres.
Voilà, donc c'est bon, pourquoi pas, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs, enfin la référence, effectivement, enfin j'avais travaillé là-dessus à une époque, la référence à la burqa, à la femme voilée, la référence entre enfin, disons une affirmation de l'intimité, et quelque part c'est un projet qui, à ce titre-là, il date un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les enveloppes, on n'en fait pratiquement plus, parce qu'effectivement, on est au contraire dans l'affirmation du squelette, hein, de la structure. Le squelette et la trame. Et la trame, voilà. Et ce qui me gêne un petit peu, bon, c'est vrai que, voilà, c'est quand même malgré tout, si tu veux, dans les chambres, tu vois, ta vue, elle est obérée par la lettre, tu vois. Voilà, donc. Ça dépend des chambres. Moi, je trouve pas trop. Enfin, bon, j'ai pas visité toutes les chambres. Enfin, en tout cas, celles que j'ai visitées, c'est comme ça. Philippe. Bon, moi, j'ajouterais pas grand-chose parce que vous avez tout dit. C'est vrai que l'effet on est subjugué par cet état triumph d'un seul coup considérable, très étrange, mais quand même se pose quand même le problème de l'enveloppe, quoi, de son dessin. Il est vrai, ça a été bien dit il n'y a pas de discours caché, il n'y a pas de message, c'est des lettres qui ne veulent rien dire. Ils se sont vite dépêchés de nous le dire parce que évidemment ça pouvait prêter à polémique. Mais ça m'a rappelé quand même la polémique avec le ministère de la Culture, rue de Valois, et la réussite de Francis Solaire, c'est-à-dire où là d'un seul coup on lui était tombé dessus. Alors on lui était tombé dessus parce que c'était le ministère de la Culture. Donc, mais sur le fond, je trouve que quand même, je suis pas. Après, c'est vraiment une question d'esthétique et de goût, mais je trouve ça quand même pas génial, quoi. Je trouve que entre la subtilité de l'intérieur justement et cette enveloppe, je trouve que le bâtiment est presque un peu desservi par cette enveloppe. Absolument. est-ce que la structure, cette double structure en cylindre, elle appelait pas quand même une enveloppe d'une manière ou d'une autre enfin... Celle-là, elle est vraiment... Non, mais je suis d'accord. mais bon, à un moment, deux cylindres, il faut faire... Non, pourquoi? On peut tenter différemment. Alors venons-en au centre socio-culturel à Asnières. Alors c'est un petit bâtiment, on dirait, un peu au bout de la ville, dans le quartier dit des Hauts d'Asnières. Guillaume Ramélien, qui est un architecte enseignant dont on connaît l'engagement dans la défense du dessin à la main, très important à souligner, et son intérêt pour la mise en forme de la matière n'en est pas à sa première intervention dans des contextes à requalifier. On se souvient de son centre culturel à Limeil-Brévannes, par exemple. Et on sait aussi son intérêt pour le bois, depuis la longère pliée en Normandie, qu'il avait réalisé avec Quinton, et pour les matériaux biosourcés. Alors cette maison des jeunes, dite les Cèdres, ou le Cèdre, est en ossature bois et en bardage bois. Sophie. Oui, moi je trouve que c'est un très très bon travail qui répond très bien, enfin on comprend très bien par rapport à la fonction. C'est un centre social et culturel, donc ramener une population dans ce bâtiment-là, c'était pas forcément évident, et je trouve que tout est fait justement avec ce travail sur les jardins en limite de parcelle, sur les espèces de préaux, d'espaces extérieurs couverts, et ces galeries vitrées. Voilà, il y a une espèce de transparence et une vraie envie d'aller dans ce bâtiment. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé d'intéressant, c'est que bon, il a un plan qui repose sur une espèce de symétrie. Donc on a le hall central avec le grand escalier, la galerie de dessert, qui est flanquée par deux ailes d'un seul niveau, mais il se trouve que ce sont deux ailes d'un seul niveau. Seule l'aile centrale est sur deux niveaux, mais les ailes de côté comportent des salles de spectacle ou salles de danse qui sont sur double hauteur. Et donc la répercussion à l'extérieur de ce travail volumétrique fait que on a un bâtiment qui se donne pas d'un seul tenant, qui est plein de mystères, plein de choses à découvrir. Et voilà, on a l'impression que c'est très complexe, qu'il y a plein de découpes, alors qu'en fait c'est un plan tout à fait simple. Et à contrario, quand on rentre à l'intérieur, il y a une espèce de fluidité du plan qui fonctionne extrêmement bien. L'idée étant aussi de mutualiser au plus les espaces, mutualiser au mieux, puisque c'est une maison des jeunes.
et aussi un centre social. Donc là, on voit très bien comment, enfin, les fonctions sont pas déterminées, donc on voit qu'il y a vraiment une capacité à investir les lieux de manière très différente, même s'il y a quand même des bases. Bon, bah forcément. Donc l'architecture des possibles aussi, hein? Bon, j'irai pas jusque là. Non, 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 parce que pour moi l'architecture des possibles, c'est vraiment des très grandes surfaces, l'architecture de plateau. Voilà, quand on voit les dessins de Brutteur pour la maison de l'imagination à Caen, là, voilà, oui, ok, on est dans cette idée du possible. Alors bien évidemment, là, on sent qu'il y a de multiples capacités d'appréciation, mais je veux dire, c'est pas cette idée-là pour moi qui est sous-jacente. Parce qu'il y a une flexibilité. Philippe. Oui, moi je suis pas enthousiasmé par ce genre de bâtiment. Je pense qu'il est très bien fait, qu'il est extrêmement lumineux, qu'il est débordant d'espace. Il est très bien fait. J'aime bien l'idée que les bâtiments s'imbriquent les uns aux autres et qu'il n'y a pas il y a une espèce de constructivisme un peu de jeu de construction même, de jeu de construction. C'est là que le bois prend tout son sens parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir les jeux de construction qu'on avait quand on était enfant, où on construisait sa cabane et sa maison et son ranch, et donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a une chose qui m'a intéressé, c'est quand nous avions ici discuté du comment ça s'appelait, le porte-vue, c'était ça. Oui, le porte-vue. Cet architecte qui était des régions de montagne nous avait bien expliqué qu'on avait tendance de plus en plus à faire du bois et à ne pas le protéger. Et donc, il tournait mal, c'est-à-dire il grisait avec les... Et là, on voit que chaque débord de toit a été vraiment pensé, c'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un qui a une maîtrise de son matériau. C'est pas seulement qu'il utilise le bois parce que c'est la nouvelle tendance. On sent que là, il sait de quoi il parle, il sait de l'utiliser, et c'est intéressant parce que ce qu'il en fait, c'est bien, quoi. Il n'y a pas de doute. Il y a une échelle. On sent bien dans ces espaces, y compris d'ailleurs avec là, il y a vraiment une chaleur du bois qu'on ressent, c'est indiscutable. Et en ce sens, oui, c'est un projet. On sent que c'est un projet qui est vraiment travaillé. C'est pas un manifeste, quoi. Mais on est bien d'accord que Ramilien, c'est pas un opportuniste, c'est pas donc il est vraiment tout son travail. Alors j'avais cité la longère, pas vraiment, c'était pas par hasard, c'est que ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus et à chaque fois c'est juste, quoi. Voilà. Tu veux pas parler de Ramilien? Oui, je vais parler de Ramilien. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un excellent enseignant, comme tu l'as dit. Donc, il fait faire des dessins à ses étudiants. Je trouve que c'est extrêmement important. On revient aussi à Gaudin, effectivement, la pensée par le dessin. Donc, tout ça, c'est très bien. C'est quelqu'un aussi qui s'attache beaucoup à la question de la structure et aux matériaux, comme vous l'avez dit. Il y a aussi un tout petit peu, il y a aussi des choses très, très précieuses chez lui, parce que d'abord, il fait des bijoux avec ses projets. Donc là, je crois que, sans doute, avec sa femme, ils ont dû faire un bijou avec ce projet. Donc, c'est un bijou complexe, hein. En laiton, ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc tout ça, c'est bien. Voilà. Mais en même temps, ce qui me gêne un tout petit peu chez lui, c'est que, voilà, il y a un côté presque un peu trop, quoi. C'est trop précieux, peut-être. C'est trop la structure. C'est aussi un bâtiment qui est quand même, malgré tout... Tu veux dire trop d'architecture? Non, pas trop d'architecture. Non, c'est peut-être trop faire confiance, peut-être, à la structure bois pour qualifier l'espace, et pas forcément faire confiance dans les enchaînements. Là, par exemple, sur la photo, c'est l'entrée, et donc on se cogne directement donc à l'escalier, qui n'est pas un escalier Lapeyre, mais bon, qui pourrait l'être, qui est fait par un artisan, qui est très dessiné, etc. Mais voilà, il manque... Je trouve qu'il, bon, bien sûr, vous me direz, c'est un programme très, très restreint, très compliqué. Mais voilà, on se sent un tout petit peu, disons, un petit peu presque à l'étroit. Hein, effectivement, donc, parce que pour lui, je pense, effectivement, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que l'important, c'est, voilà, que quand on voit l'image de droite, hein, on voit donc les poteaux en bois, hein, qui reprennent les poutres en bois, et donc on comprend qu'avant tout, on est dans une construction, dans une structure. Voilà, mais en même temps aussi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le contexte. Voilà, c'est Gennevilliers, donc à côté. Asnières. On est aux limites de Gennevilliers. Mais... C'est Asnières, et donc à côté, il y a des bâtiments très brutalistes. Voilà, on les voit pas sur la photo, et c'est vrai que voilà, on les voit un petit peu derrière.
Alors, on sait pas, on a l'impression que ça s'était fait avant, et puis le bâtiment derrière était fait après. Et je trouve que voilà, il y a un côté, voilà, c'est ça le truc, c'est bien, c'est super intéressant, c'est super maîtrisé, mais en même temps, il me pardonnera, j'espère qu'il n'écoute pas. Mais en même temps, il y a un côté un tout petit peu, je trouve un tout petit peu autiste, ouais, c'est fermé un tout petit peu, donc sur, voilà, comme tu l'as dit, voilà, c'est un bâtiment en S, et donc il trouve peut-être un peu trop, voilà, quelque part. Non, c'est pas qu'il trouve. Il trouve disons, sa raison d'être hein, dans son organisation. Et son organisation, elle est super compliquée finalement, tu vois. Et moi, franchement, j'ai du mal à m'y repérer, voilà. Et puis en même temps, voilà, ce travail sur le bois, sur la structure. Et puis, si tu veux, c'est pas forcément, c'est pas toujours très lisible malgré tout. Voilà, tu vois, tu finis par te perdre. Et pourtant, j'étais avec lui et puis il m'expliquait quoi. Et pourtant, malgré tout, je suis architecte. Mais des fois, franchement, Philippe. je m'y perdais. Oui, alors moi, tu vois, je vois les choses différemment, parce qu'au contraire, je trouve qu'on s'y retrouve bien, même si on a justement l'impression qu'il y a pléthore d'espace et que c'est presque surprenant, c'est-à-dire qu'il ait réussi à caser autant de choses. Et je trouve ça très, très agréable, et je trouve que les grands ouvrants, faut qu'au contraire, on s'y sent très à l'aise. Mais je voulais ajouter une chose, c'est que on le voit un peu sur ce bâtiment, mais sur cette photo, mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a 2 cèdres. Il y a 2 arbres considérables. Là, on le voit, voilà. Et que le bâtiment s'est aussi construit Bien pas sûr. autour, mais entre ces 2 arbres, quoi. Et ils sont, oui, oui. La manière dont il a choisi le contexte, voilà. Il aurait pu dire, putain, je travaille là-dedans, c'est quand même brutal. Par exemple, il y a pas très loin, il y a Dominique Lyon qui a fait le bâtiment le plus brutal qu'il a jamais fait, quoi, tu vois. Hein, c'est la salle de sport qui est surélevée, qui vient sur le boulevard pratiquement, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien. Alors moi, je suis arrivé en métro, je suis passé sur Dominique Lyon, tu vois. Et puis c'est une zone inondable aussi, tu vois. Il y a une violence là-dedans. Et là, tout d'un coup, tu la ressens pas. Et voilà. Et puis on rentre comme ça dans un autre monde. Bon, peut-être très bien, c'est vrai, c'est pour les enfants, donc c'est super. Ils aiment bien Blanche-Neige et les 7 nains. Ils aiment bien le hameau de Marie-Antoinette. Non, c'est pas que les enfants, hein, c'est non. Ouais, Je comprends pas. Non, parce qu'il y a, Moi, tu vois, il y a trop je de voudrais tendresse. vraiment prendre le contrepoint, mais total de ça, parce que justement, on est dans un quartier hyper minéral, une densité complètement dingue, des bars HLM super moches partout. Et là, on a c'est une petite chaumière. On est là, on fait quand même un centre culturel et social. Et tout d'un coup, on sauve. Il y a quoi? Il y a 2 cèdres dans cette espèce d'océan de béton, mais impersonnel. Enfin, il y a effectivement le super bâtiment. Il est bien, hein, son centre Teddy Riner à Dominique Lyon. Je le trouve très bien. Mais on est quand même dans un truc qui est très brutal de construction du Grand Paris, assez aveugle. On bétonne, et là c'est comme une clairière, c'est un petit oasis de terre et de bois où on a sauvé, je sais pas, c'est un peu le bâtiment de super résistant, quoi. Et il y a une inscription, je trouve qu'il y a une, enfin il y a ce truc justement, on a l'impression que c'est un bricolage de Capla, et on a cherché l'agencement qui est finalement le plus subtil, enfin le plus qui va s'inscrire le mieux possible dans l'environnement urbain. Il y a une partie du bâtiment qui est uniquement en rez-de-chaussée, l'autre qui va en R+2. C'est assez surprenant. Effectivement, c'est surprenant la structure. Non, mais écoutez, Marie-Antoinette, écoutez, quoi. Quand vous avez 2 cèdres, il y a une autre solution que le hameau de la Reine, quoi, tu vois. C'est pas de la Reine, c'est pour les. Non, mais non, parce qu'il y a. Mais non, c'est pas de la Reine, parce qu'au contraire, il y a quand même le bois. Je vais pas faire un dessin, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement chaleureux qui se dégage du bois. Enfin, il y a quelque chose. C'est je sais pas, c'est un havre, quoi. On est dans un environnement super hostile pour des populations qui sont voilà, qui sont clairement des populations défavorisées. Et là, il y a une espèce de voilà, de lieu de réunion avec un jardin potager, etc. C'est ouvert sur le parvis de l'école à côté. Enfin, il y a quand même un travail d'inscription dans l'existant que je trouve. Et c'est très cohérent avec le choix du bois. Si on veut conforter un peu les propos quand même de Richard, c'est que, et ça c'est pas de la faute des architectes, mais il y a des inscriptions sur les portes pour montrer à quoi ça va servir. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des espaces convivialité.
Ça s'appelle comme ça, les salles de réunion. Il y a toute une espèce de discours assez risible, quand même, sur le vivre ensemble façon technocrate, qui est quand même assez ridicule, quoi. Mais c'est ça que j'ai raté, parce que je crois que les noms n'étaient pas marqués sur les portes. J'ai pas vu qu'il y avait l'espace de convivialité, quoi. Peut-être ça aurait changé d'avis, tu vois. Ça revient plusieurs fois. Chez Badia Berger, la convivialité, à peine t'es rentré, t'es dedans, quoi, tu vois. Et t'en sors plus, excuse-moi. Alors revenons à Paris avec ce dernier projet de la RIVP, Cours des Nous. C'est l'œuvre des Remington Style, Pierre Frinaud et David Joucan, des lauréats de l'Europan sur un site du Nord-Pas-de-Calais qui viennent ici s'insérer dans le tissu parisien. Alors nous sommes juste en dessous de la place Gambetta pour situer les choses, et la marge de manœuvre est très étroite. Il s'agissait d'adapter l'architecture à la géométrie de la parcelle, d'où ce travail de porosité pour attraper la lumière et de précision sur l'espace. 20 logements PLI à 2300 € le mètre carré. Les poignées Chipperfield sont en prime. Richard. Oui, je suis très impressionné par ce bâtiment parce que il est très simple et puis en même temps il est très complexe. En fait, toute sa complexité quelque part lui est donnée par la nature même de la parcelle, qui est une parcelle, disons totalement, enfin qui tourne comme ça. En biais là presque. En biais, voilà. Il y a une façade sur la cour, voilà, on la voit, mais elle est pratiquement à 45 degrés par rapport à la façade sur la rue. Et donc ils ont fait un truc très simple. Ouais, c'est ça. Enfin, on a parlé beaucoup tout à l'heure de structure, de hauteur. Là, c'est vrai que c'est presque une structure capable, c'est-à-dire que finalement c'est que des plateaux. Et puis qui sont soutenus donc par les murs mitoyens, parce qu'aujourd'hui effectivement on ne construit pas on ne prend pas appui sur ces mitoyens, on coule des murs, hein, donc sous les murs qui sont contre les mitoyens, et puis après il y a un système de poteaux qui en façade très fin qui maintient les dalles. Et donc voilà, on voit très bien ici, c'est un plancher, c'est une sorte de tapis volant comme ça, très très simple. Voilà, on voit aussi les poteaux de part et d'autre qui maintiennent le plancher au niveau de la façade. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que voilà, ils ont cherché à avoir les menuiseries les plus fines possibles. Et pour ça, ils sont passés par un système assez inhabituel. Hein, ce sont des verres qui sont structurels, c'est-à-dire que la vitre, elle n'est pas tenue uniquement par la menuiserie, c'est pour ça qu'elle est très fine, elle est tenue aussi par le vitrage qui coulisse. Voilà. Et donc c'est une architecture, voilà, de structure. Enfin, j'ai demandé à mes étudiants de regarder ça parce qu'ils travaillent là-dessus en ce moment. Voilà, c'est une architecture de structure, hein, de plateau. C'est une architecture de rideaux aussi. Voilà, les rideaux sont extrêmement importants parce que là il y a des triangles qui sont circulaires, hein, qui permettent effectivement donc aux rideaux de s'ouvrir et de recouvrir les poteaux. Voilà, et en plus c'est vrai que la façade elle est extrêmement subtile puisqu'elle commence droite, et puis donc petit à petit il y a un balcon qui se plisse, et puis les balcons se plissent, mais c'est à peine perceptible. Effectivement, ça aurait été un truc tout droit, bon, ok, ça aurait été rien, mais là c'est vrai qu'il y a une tension, voilà, qui est donnée par le plissement des balcons qui viennent légèrement en dévers, comme on peut le faire à Paris, puisqu'on a droit à 70 cm de porte-à-faux sur la rue. Donc, il y a un jeu sur la réglementation, il y a un jeu sur les matériaux, il y a un jeu sur la fabrication, parce qu'effectivement, les fenêtres, ils ont dû les chercher. Ce qui est très beau aussi, c'est que les stores, donc, les câbles des stores, donc, traversent les planchers qui sont sur la terrasse. Donc, il n'y a pratiquement pas de détails. Tout est très simple. Tout est très ouvert, tout est très transparent, et je trouve que c'est vraiment un travail remarquable. Sophie, Oui. il a déjà dit quasiment tout, mais comment? Oui, donc, bien sûr. donc c'est par, voilà, comme Richard l'a dit, c'est par une très grande simplicité de la structure. On a juste une espèce de console en béton. Ça leur a permis de mettre tous les moyens dans les détails, et ce travail sur les détails, ça leur permet d'obtenir des logements de très grande qualité. Donc effectivement, avec ces planchers continus entre l'intérieur du logement et la terrasse, grâce aux verres structurels, donc ils ont dû dessiner un profilé de fenêtres, et donc c'est pas le profilé qui porte, la fenêtre s'autoporte, le verre est autoportant.
Ils ont réussi à, alors on imagine, voilà, les batailles qu'il y a dû y avoir derrière ça. Il n'y a pas de volet, mais ils remplacent ça par un système de rideaux. Ça permet d'éviter d'avoir les horribles caissons des volets à l'intérieur des logements. La distribution des chambres de part et d'autre, des séjours au milieu. Les chambres se ferment par une porte coulissante qui rentre à l'intérieur du mur et il n'y a pas de bâti. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui permettent d'ouvrir un maximum sur l'extérieur. En plus, la parcelle, même si elle est complexe, elle est quand même très bien située parce que on a toute cette perspective sur une rue vers le 13e arrondissement au loin. Donc voilà, il y a un vrai travail pour la qualité du logement. Maintenant, après, ça c'est pas du tout du ressort des architectes. Je trouve que les normes quand même de logement posent quand même problème. Ça reste quand même des logements, même si on a le sentiment d'ouverture vers l'extérieur et que ça agrandit l'espace. Mais ça c'est un autre débat et ça n'a rien à voir avec les architectes. Mais les normes de logement, c'est quand même, ce serait quand même à revoir. Isabelle. Non, moi, j'ai vraiment rien à ajouter, mais c'est vrai que par rapport aux normes de logement, ils ont vraiment fait le maximum pour la dilatation, enfin, il y a quand même des balcons des deux côtés, même les ouvrants des portes, ils sont plus élevés que la norme, et donc il y a tout un jeu même un peu d'illusion comme ça qui, c'est vraiment, c'est très fin. Et puis le jardin derrière, là, bon, ça c'est pas non plus vraiment, mais en tout cas ils ont, de toute façon c'était le point de départ du projet, ils sont partis pour faire ces fenêtres autoportantes, c'était vraiment le point de départ parce que ils se disaient il va y avoir des vues filantes incroyables sur le tissu parisien d'un côté et de l'autre côté ce jardin un peu magique, secret, et donc ils ont exploité à fond le tissu urbain, et ils valorisent aussi bien l'haussmannien à côté que le bâtiment en briques, que le jardin. C'est magnifique dans le jardin, cette structure en verre et en béton là qui vient s'articuler avec les murs en briques d'un espèce de Paris très ancien. C'est vraiment très réussi, quoi. Voilà, comme travail dans la densité. En effet, ils ont agrandi l'espace alors que, comme tu le disais bien, les normes sont celles qu'on connaît. Mais il y a là un travail d'une finesse quand même assez incroyable, travail sur le plan, en effet, dans une complexité de parcelles pas simple, en plus avec les jours en souffrance et autres, toutes les choses qu'on leur avait imposées, ils ne pouvaient pas ouvrir. On ne sent pas le travail. Voilà, et c'est ça qui est bien, je trouve que la porte coulissante dont vous parlez depuis le début, elle a un côté presque luxe. Oui, Isabelle a raison de parler des portes, les portes à 2,50 m, parce que c'est vrai que ça change énormément la perception de l'espace. On a l'impression que les volumes sont plus larges, plus grands que d'ordinaire, or ils sont quand même normés, quoi. Il y a une autre chose qui est très capitale, c'est que la rambarde du balcon, elle est transparente. Et c'est considérable. Ils reconnaissent d'ailleurs qu'ils auraient peut-être dû le faire un peu plus haut, parce qu'il y a vraiment un effet de vertige. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que c'était absolument formidable, hein. C'est même rare, je trouve, d'entrer dans des logements et de se dire, mais c'est vraiment super bien. En plus, c'est vrai que le contexte parisien autour est exceptionnel. Il y a une diversité de choses à voir. C'est vraiment comme une espèce de catalogue de tout ce qu'on peut trouver dans Paris. Donc c'est absolument formidable. Mais il y a une chose qu'il faut ajouter, c'est que les deux architectes sont très sympathiques. Et ils sont pas seulement sympathiques, c'est que leur intitulé d'agence, hein, Francis, tu as posé la question, Remington Style, mais d'où ça venait ce truc? Donc au départ, on pouvait croire que c'est une agence anglaise, ou alors, évidemment, la première référence, puisque ce sont des Français qui ont ouvertement décidé de prendre ce nom, c'est évidemment la machine à écrire. Donc il y a un côté narratif dans leur travail qui est évident, quoi, qu'ils aiment ça, ils aiment raconter une histoire. Et puis alors, il y a autre chose. Ils nous ont raconté qu'il y avait une vieille série américaine qui s'appelait Remington. Toi, tu connais? Moi, je connaissais pas. Dans lequel le personnage principal est une femme policière ou détective. C'est un peu
dans la série de Chapeau et melon et bottes de cul. Voilà, c'est ce genre-là, et donc c'est une référence à cette série policière. Rétro. Oui. C'est aussi le côté chic rétro. Donc c'est assez marrant. Enfin, ils ont une personnalité assez étrange parce que par ailleurs, on sent que ce sont vraiment des gens qui ont un travail d'une précision. Voilà, ils sont allés chercher leur verre autoportant, ils sont allés le chercher au Portugal. Enfin bon, tout ça est assez complexe. Donc promoteur, RIVP quand même. Oui, il faut Ce qui saluer. fait plaisir parce qu'il y a eu Oui. la longue histoire de Lombardini qui était un très grand Bien maître sûr. d'ouvrage. Là, on a quand même encore un projet très intéressant, gagné sur concours. Hein. Donc, avec la RIVP, il est vrai qu'ils ont voulu s'inscrire dans la ligne vraiment de la rue, mais ils reprennent d'ailleurs un peu les hauteurs d'étage, etc. Mais avec une écriture extraordinairement contemporaine, et ça c'est formidable de voir qu'on peut vraiment faire du contemporain tout en respectant l'alignement sur rue. Enfin, c'est assez remarquable, quoi, vraiment. Ouais. Il bénéficie aussi, ce qui est très beau, c'est que il n'y a pas de façade, il n'y a pas de hiérarchie de façade, dans le sens où elles sont toutes les deux aussi qualitatives. Et quand on arrive à aller de l'autre côté et à rentrer dans l'immeuble haussmannien et d'avoir une vue Oui. sur la façade dans l'îlot intérieur, voilà cette façade-là. Déjà, cet espace-là, c'est absolument pas résiduel. C'est très 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 beau. Leur immeuble, l'immeuble de Remington, fait face à un arrière d'immeuble haussmannien qui est très beau aussi, avec des coursives extérieures également. Et ce qui est étonnant, c'est comme tout est tellement, tout était dans la linéarité, tout est tellement fin, on a l'impression que c'est une maquette. Et ça, c'est très étonnant, c'est très très beau. Tu dis que ça donne à l'arrière sur un très beau bâtiment, mais il faut dire aussi que c'est un bâtiment très parisien, très assez populaire justement. C'est ça qui est assez beau d'ailleurs. Il y a cette espèce d'environnement populaire. Il faut citer une chose, c'est que sur la photo qu'on voyait précédente, l'immeuble qui jouxte à droite le bâtiment est abandonné et il est fermé là. Et on nous a dit apparemment que la RIVP lorgnait un peu ce bâtiment-là. Voilà. Très bien. Et je vois qu'on va s'arrêter là. Eh bien, je crois que c'était quand même un menu consistant. On reviendra, parce qu'évidemment, on n'a pas fini de parler de la Caton Vassal. On reviendra évidemment sur, j'allais dire, ce rayonnement assez fantastique qu'ils portent en eux cette année. Et donc, on attend la Biennale de Venise. On se reverra après la Biennale, si elle a lieu, pour justement analyser la production mondiale et tous les messages qui sont envoyés par les uns et par les autres. Merci à toutes, merci à tous, et merci à vous, chers critiques, pour votre fidélité et votre engagement dans ce programme. Au revoir.